Mais c'est une marque ombrelle qui est tellement forte qu'elle phagocyte, qu'elle cannibalise un petit peu en quelque sorte les autres marques du groupe. Mais on l'a déjà fait, notamment sur le Beaujolais Nouveau, où l'année dernière, on a fait des soirées qu'on a organisées dans les VNB, où en fait le Beaujolais Nouveau, c'est à la tireuse, je viens chercher mon verre, ça fonctionne, les gens adorent, ça amène plus de simplicité, de convivialité. Un franchisé, je pense qu'il est beaucoup plus sujet à l'émotion, et donc un petit peu au stress, mais donc aussi à venir te rentrer dedans parce qu'il y a un truc qui va pas. Je crois pas au vin, vraiment pur vin en canette. On a un peu l'image de la franchise comme les plus grosses, des McDo, où en fait c'est finalement à peu près la même chose partout. Chez VNB, c'est pas le cas du tout. Non. Ça a jamais été le cas. On est dans un secteur qui tourne en rond avec les mêmes idées. Il n'y a pas de nouvelles pensées, il n'y a pas de nouvel angle. Et en fait, là, vraiment, le bocal, il est vicié. L'eau, elle est pourrie. Il faut vraiment changer l'eau parce que les poissons vont tous crever, là. Yanis, VNB, c'est un peu plus de 290 magasins, à environ 350 millions de chiffre d'affaires. Bon, c'était en 2023. 5 millions de clients. Et pourtant, il y a beaucoup de gens dans la filière vin et spiritueux qui sont pas tout à fait capables de définir le positionnement de VNB. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est VNB ? Oui, avec plaisir. Déjà, il y a VNB, c'est à la fois le nom du groupe et le nom de l'enseigne. Donc là, on parle beaucoup de l'enseigne et c'est pour ça qu'on est connu principalement. Donc en effet, les chiffres que tu donnes, ils ont un petit peu évolué, mais c'est cet ordre de grandeur-là. On a une enseigne qui a été construite avec un positionnement initial de cave et bar. Et donc on va aller faire vivre des choses aux gens. Ils viennent pas juste pour acheter et pour être dans une relation transactionnelle, mais aussi pour passer un moment avec nous. Et puis cet état d'esprit initial sur le vin et la bière, il s'est déployé. Il y a notamment des franchisés dans cette relation humaine qui l'ont porté particulièrement pour être aujourd'hui, je pense, plus un lieu de vie. Parce que oui, déjà en termes de nature de produit, ça s'est beaucoup élargi. Nature d'usage, d'animation, mais aussi parce que un VNB, c'est aussi un magasin qui vit hors de ses murs, qui va vivre des événements, qui va faire vivre des événements aux gens avec des associations. Donc aujourd'hui, c'est un lieu où la boisson est certes mise à l'honneur, mais vraiment là plutôt pour créer du lien, des rendez-vous, que ce soit récemment autour d'une Coupe du Monde ou d'une animation quelconque. Le nom est donné aux deux, est principalement connu pour l'enseigne, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et toute cette culture groupe qui du coup irradie aussi jusque dans les magasins, dans les enseignes. Et c'est ça aussi, je pense, qui donne sa singularité à la marque après 25 ans, parce qu'on est à la 25e année de l'entreprise là, cette année. Est-ce que c'est facile, quand toutes les entités ont le même nom, d'infuser une culture d'entreprise ou c'est un frein ? C'est pas simple parfois. Je pense que ça a été très naturel au début parce que ça se faisait comme ça. Et puis l'enseigne VNB prenait un petit peu toute la place. La complexité, même d'un point de vue la direction d'entreprise, c'est aussi que justement cette enseigne prend toute la place alors qu'en réalité dans le groupe il y a beaucoup d'autres choses. Bien sûr, donc, et d'autres marques d'ailleurs. Ouais, d'autres marques, des enseignes, de la production et donc d'autres métiers aussi, avec d'autres cultures peut-être qui doivent bosser ensemble, qui doivent avancer ensemble. Et donc on y arrive bien, je pense, aujourd'hui beaucoup mieux. Mais il y a eu une bascule quand même d'être justement une marque enseigne à une marque groupe qui n'a pas été brutale, qui a été assez douce, mais sur laquelle on a accéléré récemment. Et c'est vrai que c'est un gros enjeu. C'est pas si simple. Ok, parce que le groupe, il a été donc créé en 98. À partir de quel moment cette bascule de la marque enseigne à la marque qu'on connaît maintenant s'est faite ? Je saurais même pas te dire s'il y a eu un moment précis. J'irais autour des années, milieu des années 2010, vers 2015 par là à peu près, où la marque enseigne en effet a laissé place un peu plus de choses, notamment par une deuxième marque de bar. Et puis même s'il y avait déjà de la production viticole, elle n'était pas forcément aussi intégrée dans le groupe, donc ça s'est fait encore une fois progressivement, mais il n'y a pas eu une date à laquelle ça y est. Et puis il n'y a pas eu de changement de nom non plus, parce que bien sûr. On aurait pu dire en fait de VNB, le groupe maintenant s'appelle je ne sais quoi, donc ça aurait marqué un tournant. On n'a pas eu cette étape-là. Donc VNB en fait finalement c'est presque... Étant donné que vous avez quand même des marques, vous avez des domaines, on en reparlera plus tard, c'est une marque ombrelle aussi. Oui, complètement. Finalement. Mais c'est une marque ombrelle qui est tellement forte qu'elle phagocyte, qu'elle cannibalise un petit peu en quelque sorte les autres marques du groupe. Ça peut. Je pense que c'est de moins en moins le cas. En tout cas, on fait en sorte que ce soit de moins en moins le cas. Mais c'est sûr, dans tu parlais aux acteurs de la filière, etc. Je pense que naturellement, et moi je le vis quand j'échange avec des vignerons ou d'autres producteurs, naturellement, la connaissance, elle passe par l'enseigne, quoi. Donc c'est vrai que les gens vont assimiler les deux. Mais en même temps, au début, je trouvais ça dommage. Et
empiriquement, je trouve ça intéressant parce que du coup, les gens rentrent avec cette idée-là. Parfois, ils savent pas exactement la taille, mais ils savent que c'est assez gros. Et puis, en fait, ils découvrent autre chose. Donc, il y a une forme de parcours que je revis à chaque fois. Et moi, j'aime bien parce que du coup, je suis là aussi pour leur faire découvrir autre chose, tout ce qu'on fait. Et je trouve que l'histoire, du coup, devient beaucoup plus intéressante. Et puis, d'un seul coup, on bascule vraiment dans un truc où ils se disent... ah ouais, en fait, c'est un peu plus que ça. Ah oui, en fait, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et en plus, en fonction des zones d'implantation, le VNB n'a rien à voir. Par exemple, chez mes parents qui sont vers Montélimar, le VNB de Montélimar vs le VNB de Nîmes ou par exemple de Montpellier, c'est diamétralement opposé. On n'a pas la même sélection, on n'a pas la même ambiance, même si évidemment il y a quand même une directive. C'est différent, on retrouve une sélection aussi qui varie en fonction des implantations régionales. Et ça, c'est hyper précieux. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les régions. Oui, c'est précieux. Et après, en tant que dirigeant, parfois, il faut aussi qu'on arrive à trouver cet équilibre. Oui, ça justement, on va développer sur ça. C'est construit sur ça, beaucoup de liberté, et c'est super. Et ça fait une force énorme, notamment par des franchisés bien ancrés, solides et ancrés dans leur écosystème local. Et c'est top d'avoir des différences partout. Et je pense que c'est aussi vraiment notre ADN, enfin, j'en suis même sûr. Mais il faut trouver cet équilibre pour qu'il y ait quand même une stabilité dans l'expérience, un minimum. Ce socle commun qui existe, mais qui est parfois un petit peu trop faible, et sur lequel on travaille encore. On est rentré directement dans le vif du sujet en parlant de VNB, Yanis. J'aurais aimé un petit peu revenir sur ton parcours, c'est-à-dire que toi, tu es issu de la grande conso, et j'aurais aimé connaître un petit peu dans quel état d'esprit tu as finalement débarqué dans le vin avec ton œil de grande conso. Qu'est-ce que tu remarques comme différence fondamentale entre la grande conso et le monde du vin et des spiritueux ? J'ai pas disons que j'ai pas débarqué de façon brutale, déjà parce que moi, à titre personnel, je suis passionné de vin depuis très longtemps. Donc, même au début, sans y travailler directement, j'y étais déjà présent, j'échangeais souvent avec des vignerons, etc. Donc, j'avais déjà quand même un petit peu un bagage. Complètement cette sensibilité et un petit peu le bagage, en effet. Okay. Mais oui, c'est vrai, j'ai travaillé chez Danone, ensuite chez Amazon. Après, déjà chez Amazon, j'étais sur les boissons alcoolisées. Donc, j'avais commencé dans une boîte qui est hyper intéressante, avec une logique e-commerce. Donc, je me suis vraiment aussi, d'un point de vue fonctionnel, développé beaucoup sur cette dimension-là, l'omnicanalité au sens large, que j'enseigne aussi un peu aujourd'hui. La bascule, elle s'est faite assez naturellement parce qu'après Amazon, j'ai travaillé en start-up, une start-up vraiment autour du bien manger, ici, là, à Nantes. Parce que j'avais des convictions fortes, j'en ai beaucoup. Moi, beaucoup de passion dans la vie, mais j'en ai une tête un petit peu plus forte que les autres. Les convictions fortes vraiment que beaucoup de choses se passent autour de la table avec des produits de qualité. Et quand je dis de qualité, c'est évidemment le goût, mais aussi l'approvisionnement. Quand je travaillais dans cette start-up, c'était jusqu'à aller rencontrer les maraîchers pour comprendre comment ils travaillaient. Danone, Amazon... t'as fait ton mea culpa là. Ouais, et après j'ai basculé. Mais c'est vrai que j'avais cette conviction, j'ai été aussi éduqué comme ça, donc c'était pour moi hyper naturel. J'étais dans une logique de mettre mes compétences au profit de ces projets-là qui me parlaient. On reconnectait vraiment des citadins nantais avec des producteurs du bassin, quoi. Ouais, donc, reconnecter en fait les producteurs aux consommateurs aussi. C'est ce que vous faites aussi chez VNB. Complètement. Au final. Moi je suis très sensible à ça, à cette chaîne de valeur-là. C'est aussi une logique de pédagogie aujourd'hui avec mes enfants d'éducation. Comment est-ce qu'on comprend ça, parce qu'on a été, je pense, notamment par la grande conso, déconnecté un petit peu de ça. C'est-à-dire que c'est facile, on se questionne pas forcément sur d'où ça vient, qu'est-ce que ça implique en termes de logistique, de production, etc. Et moi, je suis très sensible à ça. Donc, c'est vrai que, oui, il y a eu de la grande conso, mais après, en fait, il y a eu une start-up avec vraiment une reconnexion forte, je pense, au terroir. Moi, je viens en plus de la campagne, j'ai grandi là-dedans, donc ça me parle. Et puis, des convictions que j'avais déjà, donc j'ai pas eu l'impression de vivre une transition brutale personnellement, parce que c'était plutôt une continuité de parcours. Vendre sur Amazon vs vendre du vin, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'on a un certain retard d'un point de vue communication et marketing. Oui. Un retard sur la connaissance peut-être du consommateur, c'est-à-dire que effectivement Amazon on aime ou on n'aime pas, je suis pas fan d'Amazon et je pense pas que Jeff Bezos a vraiment besoin de notre argent. Néanmoins ils répondent à un vrai besoin. Il y a un bénéfice émotionnel et fonctionnel qui est très très fort, fonctionnel notamment, cette envie d'immédiateté qui, comme tu le dis, nous on a été abreuvés en fait par cette instantanéité du fait de la grande consommation et donc on sait plus prendre notre mal en patience. Et comment, en arrivant dans le vin et les spiritueux, tu as été confronté à un temps long, à une autre réalité, à d'autres manières de fonctionner. Je te rejoins, et encore peut-être plus que la grande conso, Amazon a
a vraiment amené l'instantanéité, quoi. Le Absolument. fait de pouvoir appuyer sur un bouton, recevoir le produit le lendemain, on le sous-estime C'était encore, mais révolutionnaire. ça a changé complètement la vies. façon de voir les choses. Et le niveau d'exigence avec des fournisseurs un petit peu plus classiques, où en fait, du coup, je me retrouve avec parfois des vignerons, en effet, qui font de la vente directe, du e-commerce, etc., avec des clients qui se plaignent parce qu'ils mettent 3-4 jours à recevoir les produits. Donc ça a vraiment créé un précédent. Avec des gens qui ne comprennent pas là que pendant la canicule, on ne peut pas envoyer du vin, parce que sinon, il va y avoir de la coulure, ils sont pas capables, enfin, c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement dopés à cette instantanéité que quand on leur dit non, ils préfèrent partir chez la concurrence plutôt que d'attendre. Oui. Mais on le voit tous les jours. Hier, j'étais dans l'entrepôt et j'avais des colis qui revenaient. La seule raison, c'était, en fait, là, il y avait un jour férié, il y avait un jour de plus pour livrer. Et des gens qui, dès qu'ils ont su ça, ont dit, j'annule ma commande. Et du coup, le truc, il y a un délai de rétractation pour les commandes ? Oui. Tout un programme. Oui, tout un programme. Mais donc, par rapport à cette philosophie-là du temps long, moi, j'ai jamais été trop sensible à cette instantanéité. C'est aussi une question, je pense, d'éducation, de vie. Donc, le temps long m'a toujours beaucoup plus parlé. C'est pour ça que j'adore la stratégie. Même d'un point de vue géopolitique, histoire, c'est des choses qui m'ont toujours énormément intéressé. Donc, je pense que c'est en moi depuis toujours, ou depuis très longtemps en tout cas. Et donc, même si j'étais, par exemple, chez Amazon, dans une logique à me dire, je dois apprendre des codes d'aujourd'hui, et l'omnicanalité, c'est aussi un peu d'instantanéité, c'est sûr, mais c'est pas que ça. Je savais qu'au fond, c'était pas forcément au service de ça que je voulais le mettre. Donc déjà, pour moi, c'était assez naturel. Et donc après, j'arrive en start-up et ensuite, dans cette start-up-là, on faisait aussi du vin, des bières. Donc j'ai été vraiment, quand j'arrivais à Nantes, là, en 2019, connecté avec plein de vignerons que j'adore, certains qui sont devenus des amis. Je me suis trouvé à ma place, quoi. Et j'ai vraiment ressenti ça. Et aujourd'hui, je le ressens à chaque fois. Et je vais souvent voir des vignerons. J'étais le week-end dernier encore, quand je vais en voyage ou autre, ou pour le boulot. Et moi, je suis connecté. Et là, je sens que je suis bien parce que justement, il y a ce rapport au temps long, prendre soin des choses, prendre soin de sa vigne, de son terroir, jusqu'à en fait, des produits qu'on doit attendre parce qu'ils sont pas prêts. Parfois, on doit les attendre très longtemps. Et aujourd'hui, on voit que moi, j'ai grandi plutôt dans une famille où ils adoraient le bon Bordeaux. Donc, j'ai bu des belles bouteilles plutôt jeunes, mais des bouteilles qu'il fallait attendre énormément. Alors aujourd'hui, on voit que les gens ont un peu plus de mal avec ça. Mais moi, j'adore en fait cette logique. Et aujourd'hui, le vin permet en plus d'avoir... C'est toujours du temps assez long par rapport à l'instantanéité dont on parle. Mais je trouve que dans le vin, il y a quand même cette capacité à boire des belles choses à tout moment, à des choses qui viennent d'être produites, d'autres qu'on doit faire attendre longtemps pour être apprécié. Et j'adore ce mélange. Donc, je m'y retrouve et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Au contraire, ça a plutôt été une reconnexion et que je ressens à chaque fois et derrière laquelle je me trouve, moi en tout cas, et dont je suis complètement convaincu, quoi. Ouais, tant mieux, parce que sans quoi, ça serait compliqué de faire ton métier. Ouais, exactement. Et par contre, si on revient d'un point de vue purement market, stratégie, qu'est-ce que, selon toi, le vin pourrait piquer à la grande conso? Déjà, la science du consommateur. Parce que je l'ai vécu, même si ça change, et que je ne dis pas qu'il faut faire du vin pour faire exactement ce que les gens attendent, parce que c'est génial de leur amener aussi des choses qui ne s'attendent pas, etc. Bien sûr. En revanche, quand même, cette culture, simplement déjà de s'intéresser, de connaître, c'est pas que les goûts, mais c'est aussi la façon de consommer, de s'informer, de rechercher de l'information au sens large. De vivre, d'évoluer dans nos sociétés contemporaines aussi. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et c'est là où l'omnicanalité, moi, m'a particulièrement intéressé, parce que pour moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est avant tout se mettre dans la peau d'un consommateur potentiel et de comprendre comment il réfléchit, comment il agit, comment il recherche, comment il achète. C'est surtout ça. Après, oui, il y a plein de canaux dans tout ça. Il y a du digital, il y a du non-digital. Mais en fait, c'est surtout ça à la base. Et je pense qu'il y a beaucoup de vignobles et de vignerons aussi parce qu'on sait, le vigneron, il a énormément de casquettes. Mais à la base, il voulait surtout être vigneron, pas forcément commerçant, encore moins marketeur ou aller faire de l'analyse consommateur. Et tu remarques qu'on dit marketeur et pas marketeur. Et marketeur, tu sais, c'est comme marketeur, quoi. Ouais, c'est un peu... une petite connotation. Exactement. Pourtant, j'en viens. Donc, non, mais bien sûr. Je sais. Mais quand on dit marketeur, on est là, on se fout un peu de notre propre gueule, tu vois. Parce que je sais que dans la tête d'un vigneron, ça a longtemps été le cas. Absolument. Et c'est encore peut-être trop souvent le cas, même si j'en vois plein qui pensent pas ça. Mais quand même, un peu le côté. Puis bon, le market, c'est de la com et c'est pour faire joli. Mais déjà, il y a confusion déjà entre marketing et communication. Exactement. Moi, j'avoue, pendant longtemps, j'ai dit le mot communication, et parce que communication, ça faisait moins peur que marketing, et je soupçonne les gens d'avoir peur du terme marketing, parce que c'est un terme fourre-tout, et c'est un terme qui termine en ing, comme tout ce qui est branding, enfin bref, la galaxie des ing, et ça ne dit trop rien finalement de ce qu'ils peuvent attendre. Tout à fait. De cette mais t'as discipline. raison, moi je le vis, et puis pas que dans le vin, mes beaux-parents qui sont pas de ce secteur, enfin les gens qui sont vraiment loin de ça, en fait marketing, ils l'entendent comme quelque chose de presque de la manipulation. Absolument. Alors que
ça peut être fait d'une toute autre manière. Et je dis pas que malheureusement, Oui, il y a en une a pas partie qui de en abusent. manipulation dans tous les C'est cas, vrai, à bien différents sûr. endroits. Mais pour moi, c'est aussi à la base d'une stratégie. C'est avant tout comprendre son consommateur, essayer de déterminer son propre positionnement, qu'est-ce qui fait que moi je suis différent des autres. Et déjà là, on a fait une grosse partie du marketing. Alors oui, après, on va user de la communication, des différents outils qu'on a à notre disposition. Mais avant tout, c'est ça. Et je pense que les gens l'oublient beaucoup. Et il y a des vignerons qui le font très très bien, et d'autres qui l'ont un petit peu oublié aussi. Je parle de vignerons, mais ça peut être dans les spiritueux aussi. Oui, bien sûr, Mais en effet, dans producteurs, cette marques. filière, c'est un changement, mais quand même, historiquement, je te rejoins, il y a une faiblesse. Et donc oui, c'est sûr qu'on peut s'inspirer, on doit s'inspirer de certaines choses de la grande consommation pour le mettre au profit, au service de cette filière, c'est certain. La faiblesse, après c'est une opinion comme une autre, elle vient du fait que on s'est longtemps basé sur le produit comme axe de différenciation. Et c'est-à-dire que je le vois quand on a des rendez-vous prospects, quand on leur demande qu'est-ce qui vous différencie de votre voisin, de votre concurrent, ils nous parlent directement du produit. À aucun moment, ils vont aborder le positionnement marché, l'univers de marque. Parce que pour eux, c'est pas tangible, c'est pas palpable. Alors que le produit sur lequel ils ont passé des années à trimer, beaucoup plus. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, le produit, c'est pas ça qui va les différencier des concurrents. Ça suffit pas. Tu vois, ça suffit pas. Ça peut sur typiquement dans le vin ou dans les spiritueux aussi, sur des très grands amateurs, mais qui sont en fait une toute petite partie, qui vont vraiment aller chercher juste un jus incroyable. Mais en fait, par rapport à la taille du marché, c'est tout petit. Mais je reviens sur ce que tu disais sur l'expérientiel. En fait, au fond, c'est pas un cliché. Aujourd'hui, c'est la réalité. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'on voit. C'est la suite de la tertiarisation de l'économie. Et donc, dans le vin aussi. Et donc, en effet, le produit pur, s'arrêter là, ça fonctionne pas pour la grande partie du marché, quoi. Donc, comment est-ce que, voilà, grâce à ce flacon, cette bouteille, on fait vivre quelque chose, les gens vivent une expérience, ils le comprennent aussi avant de l'acheter parce que c'est un vrai levier de motivation aussi, et ça c'est un vrai changement et je te rejoins, mais en même temps c'est tellement compréhensible quand tu passes tes journées en tant que vigneron à être dans tes vignes, ensuite à vinifier, ensuite à mettre tout ton amour dans ton vin. En fait c'est difficile de parler d'autre chose, je pense, parce que t'es happé aussi par ça, quoi. Et je l'ai vécu tellement de fois. Non mais c'est clair, et je vois la différence, tu vois, entre les vignerons et les négociants. Ouais. Où effectivement le négociant sera peut-être un peu plus en proie à la réalité du marché, mais parce que de facto il a beaucoup plus le temps de s'occuper justement du marketing. Et des vignerons qui font les deux aujourd'hui, je trouve, ont naturellement un petit peu plus cette fibre-là parce qu'ils comprennent aussi la nécessité. Notamment dans les nouvelles générations. Oui, c'est clair. Vraiment. On parlait de différenciation. Quand tu es arrivé chez VNB, qu'est-ce que tu as découvert du groupe que tu n'avais pas découvert avant de travailler à l'intérieur? Déjà, ce que je t'expliquais comme le parcours un peu classique quand je discute avec un vigneron qui ne travaille pas avec nous, je l'ai vécu moi aussi. C'est-à-dire que je connaissais, j'ai grandi à Concarneau dans le sud Finistère, il y avait un VNB, il est arrivé plus tard, j'étais parti, mais quand je revenais, je le voyais, donc j'ai vu l'enseigne arriver, je la connaissais un petit peu. J'en étais pas forcément ultra consommateur parce que moi qui suis surtout amateur de vin et à la base moins de bière, c'était pas là que je trouvais vraiment le plaisir. Donc c'est pas là que j'allais. Donc c'est une rencontre moi qui a fait que on est rentré en contact, on a échangé, mais au moment vraiment des premiers contacts, je connaissais VNB comme l'enseigne. Et je connaissais pas le groupe, vraiment. Pas pour tout ce qui... Donc ça montre que même en étant moi-même, et à ce moment-là, j'étais déjà dans le secteur, etc., j'étais pas vraiment au fait. D'où ma première question en intro, tu vois. Oui, mais c'est intéressant du coup. Mais donc c'est vrai que déjà, j'ai eu cet effet de surprise. Bien sûr. De commencer à découvrir tout ce qu'il y avait et de me dire, moi qui adore, je me nourris beaucoup des choses complexes, j'aime bien faire des liens qui n'étaient pas forcément naturels. Et là, j'ai commencé à me dire, ah oui, d'accord, il y a tout ça, il y a de la production, il y a énormément de logistique, il y a une boîte d'informatique. Et je me dis, mais il y a un festival, ok. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Moi, ça nourrit tout de suite ma curiosité et ça m'excite un peu, quoi. Je me dis, là, il y a un truc à faire. Déjà, les gens ne savent pas trop qu'il y a tout ça. Ça veut dire qu'il y a des forces en présence qui sont probablement pas assez bien exploitées. Donc, il y a un terrain de jeu qui est très très cool. Et puis je connaissais pas l'ADN, je l'ai découvert en échangeant, et là pareil, je me suis senti bien parce que l'humain avant tout, et c'est vraiment l'histoire de la boîte, et c'est vraiment pas un cliché, c'est sincère, tout est fait en fonction de l'humain, peut-être parfois un petit peu trop, mais vraiment c'est l'ADN. Et donc là je me suis dit ok, il y a un joli mélange, mais c'est vrai que c'était une surprise au début parce que je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à rien de spécial en fait. Et donc vraiment cette première surprise, et puis après en rentrant dans le groupe, je me suis rendu compte de justement cette importance de l'humain, les liens entre les gens. C'est une entreprise qui est dans une petite ville, à Château-Gontier, en Mayenne, avec des gens qui sont beaucoup des gens du coin, qui ont construit des relations très très fortes.
Donc j'ai été hyper surpris de voir comment, même dans l'entreprise, cette dimension, cet ADN très humain était ressenti au quotidien. Et que toi, vraiment, au bout d'une semaine, je me suis dit, ah la vache, j'ai jamais ressenti ça. Des liens très très forts. Et après, à mesure que tu avances, la communauté, elle s'agrandit parce qu'au début, tu connais pas les franchisés, tu vas à leur rencontre et tu te rends compte que cette communauté-là, en fait, elle est quand même très solide. Alors, c'est comme une famille, parfois il y a des tensions, il y a des choses qui vont pas, c'est normal, mais globalement... C'est le côté le revers de la médaille du côté humain. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'affect. Donc, il faut réussir à le gérer. Et ça, c'est la première fois vraiment que j'ai eu à gérer ça de façon aussi importante dans une entreprise. Une dimension affect qui est très très présente et c'est hyper intéressant, ça peut être hyper puissant, mais ça nécessite d'y apporter une grosse attention, en tout cas pour que ça fonctionne bien, quoi. Ouais, en termes RH, ça doit être cardio. Hein. Oui. Un petit peu plus, ouais. Parce que les gens ils mettent beaucoup de cœur aussi, donc c'est super, mais donc forcément ils sont parfois un petit peu plus à fleur de peau, on le ressent. Là je parle des équipes sièges, mais sur un franchisé encore plus, je mets ma vie dans un projet et forcément il y a des moments où je suis un petit peu plus tendu, il y a de l'émotion, tout ça, et donc on doit gérer ça. C'est pas pareil que de gérer un responsable de magasin intégré ou autre. Non, bien sûr. Et les deux sont compliqués, mais le franchisé, c'est son bébé aussi, quoi. C'est son argent, du coup, c'est ce qui lui permet de faire vivre sa famille. Donc, il y a évidemment des moments d'émotion, de tension qui sont plus forts, je pense, et en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu par rapport à d'autres entreprises un petit peu plus classiques. VNB a inventé le concept donc, de cave-bar en France au début des années 2000, un hybride, donc c'est cave et bar sous le même toit. Et je trouvais que c'était très intéressant la réflexion que tu faisais tout à l'heure au sujet de l'expérientiel, en disant que les gens aujourd'hui ont besoin de se reconnecter. Est-ce qu'en 2026, tu penses que c'est toujours ce qui fait votre différence par rapport à la concurrence ? Oui, j'en suis sûr que c'est encore une différence. Je le vois, je le vis, ou même en échangeant avec des clients ou avec des concurrents qui le ressentent encore eux aussi. Encore une fois, ça a été fait de façon naturelle. À la base, l'entreprise, elle est construite par des commerçants, des entrepreneurs qui ont juste vu cette opportunité et qui se sont dit ce serait quand même cool que les gens passent du temps de qualité sur le lieu. Il n'y a pas eu une réflexion stratégique de fond pour se dire c'est vrai qu'on va vers un monde de l'expérientiel, on va commencer à anticiper. Hein. C'est pas la logique. Non, 98, c'était pas l'idée. Il se trouve que c'était quand même un choix pertinent parce que ça nous a beaucoup aidé et dans des phases, et on les connaît depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais rien que depuis le Covid, vous avez super bien joué. C'est-à-dire que là, je le vois, les gens prennent plaisir à recréer du lien avec les commerçants de proximité parce qu'ils ont besoin en fait de tisser des relations. Oui. Ah oui, et puis on est dans une phase où, pour le coup, les commerçants de proximité, je le vis à Nantes comme dans beaucoup de villes, encore plus dans les centres-villes, sont en train de devoir partir parce que le modèle économique ne tient pas la route. Ouais. Et nous, on est attachés à ça, à cette proximité-là. Alors, on est plutôt souvent dans des zones un petit peu commerciales, mais en fait, c'est là où les gens vont beaucoup aujourd'hui. Donc, oui, c'est une différence initialement. Elle s'est un petit peu résorbée parce que tout le monde a aussi voulu aller sur ce créneau, pas forcément exactement le même, mais en tout cas faire vivre, être dans une cave et pouvoir quand même consommer, ou des restaurants qui amènent aussi des produits partout autour de toi que tu vas pouvoir acheter. Donc tout ça s'est un petit peu généralisé quand même. Maintenant, je pense qu'il y a une telle sincérité derrière notre projet initialement qu'elle se ressent. Et aussi parce qu'elle est portée par des franchisés qui sont eux-mêmes profondément convaincus de ça et qui ont, et j'insiste souvent là-dessus, construit vraiment un écosystème en local qui est fort. Et tous les franchisés que je vois qui performent le mieux, alors en chiffres, mais pas que, en termes de bien-être, etc., c'est vraiment des piliers de leur écosystème local. Et ça, c'est aussi un moyen de créer du lien. Et certes, ton lieu, c'est le prétexte pour ça, parce que tu as un bar et tu as une cave, etc. Mais en fait, c'est aussi l'intensité que tu y mets, les liens que tu crées en dehors de ton magasin qui font qu'après, les gens aussi, ils le ressentent, que les gens viennent davantage chez toi qu'ailleurs. Et je suis convaincu que l'humain a une place très, très forte. Maintenant, vu que la concurrence aussi va plus vers ça, ça suffit pas toujours. C'est aussi pour ça qu'on doit constamment se réinventer, qu'on y travaille et qu'on doit aussi, dans l'enseigne VNB comme dans les activités du groupe, continuer à renforcer ça de plein de manières pour que ça reste vraiment un élément différenciateur parce qu'on le voit, ça va rester une attente forte sur le marché, c'est sûr. Et en même temps, avec les soirées after-work que vous faites maintenant depuis quelques années, est-ce que tu ne penses pas que vous avez déjà creusé le fossé avec la concurrence ? Peut-être. C'est sûr que tu es devenu une référence, en tout cas. Exactement. Naturellement, les gens pensent à toi. Quand ils pensent à ça, l'after-work, ça a été vraiment le popularisé par exactement en grande VNB. partie. C'est vrai que j'ai rencontré des prestataires dans des secteurs qui n'avaient rien à voir, qui me disaient, en fait, VNB, on le connaît pour ça. Et vraiment, l'after-work, pour nous, ça veut dire VNB presque, quoi. Moi, j'adore entendre ça, c'est génial. Alors, c'est pas le cas partout, loin de là.
surtout à Paris où l'afterwork n'est pas du tout assimilé à VNB parce qu'on n'est pas là. Non, pas du tout. Parce que exactement, parce que la zone pas présent, est... et puis les autres qui le font très bien. Mais en tout cas, c'est vrai que dans des plus petites villes ou dans même certaines grandes villes, dans les zones commerciales, les bureaux qui sont dans les zones commerciales, on est devenu cet acteur de référence. Et donc l'afterwork, c'est une chose. Après, c'est même en journée. Comment est-ce que maintenant on arrive aussi à peut-être créer davantage de choses sur des créneaux qui n'étaient pas nos créneaux initiaux pour faire vivre davantage de choses à nos clients ou ramener aussi des clients qui vont nous découvrir pour d'autres raisons. C'est vraiment des réflexions fortes qu'on a depuis 2 ans principalement et sur lesquelles on essaie d'accélérer. Et comment continuer à faire venir les consommateurs dans des lieux où on consomme de l'alcool alors qu'on sait qu'on boit moins d'alcool? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis, je sais pas, à la pinte des références sans alcool? On a été, je pense, plutôt précurseur sur le sans-alcool. J'aime pas trop ce terme, mais on va l'employer parce que c'est celui que tout le monde emploie, parce que je trouve qu'il cultive beaucoup les oppositions. Mais bref, c'est-à-dire c'est-à-dire que j'aime pas trop, de façon générale, dans la sémantique, quand on définit quelque chose par le sans ou par l'opposition. Parce qu'en réalité, dans le sans-alcool, il y a aussi plein de choses qui ont jamais voulu être une opposition à l'alcool, qui sont juste des jolis produits de qualité, qui apportent des bienfaits et que j'opposerais plus naturellement à du soda qu'à du vin. Non, on est bien d'accord, la définition du sans-alcool, moi, me gêne terriblement aussi. Je suis pas fan de cette définition. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on en parle. Et bon, mon métier fait que je sais aussi qu'il faut parfois utiliser des mots dont on n'est pas convaincu personnellement, mais qui parlent aux gens. Donc, est-ce que tu penses que ça parle vraiment aux consommateurs? En tout cas, ça attise une curiosité, ça les fait venir quand même. Après, à nous, et là, c'est là qu'on a un vrai rôle. Donc nous, j'en reparlerai, mais c'est avec Gueule de Joie qu'on a fait le choix d'aller sur le sans-alcool. Il y a toute une partie prévue sur Gueule de Joie. Et en fait, la conviction profonde, et quand on a, avec Jean-Philippe, du coup, qui est fondateur de Gueule de Joie, travaillé sur la stratégie de Gueule de Joie, le fond du sujet, et ça va répondre à ta question, c'est d'être un accompagnateur avant tout, parce que c'est un nouvel univers en fait. Et donc sans alcool, je sais pas si ça parle à tout le monde. Dans tous les cas, ça fait parler. Les gens viennent, sont curieux, et donc après, charge à nous de leur montrer ce qu'il y a derrière tout ça, et qu'en effet, c'est pas que de l'opposition à l'alcool, loin de là, mais c'est plein de jolis produits, de super producteurs qui se démènent pour trouver des solutions qui aujourd'hui, apportent autre chose. Question qui n'est pas une question piège. Que penses-tu de la viabilité d'une catégorie qui se définit uniquement par ce qu'elle ne possède pas? J'y crois pas. À long terme. J'ai pas de certitude, mais mon intuition et mes convictions me font dire que justement, c'est pas comme ça qu'on crée les choses. C'est pour ça que je te disais que j'aime pas cette sémantique. Est-ce que tu verrais un autre mot justement? Parce que en fait, le sans-alcool, si on l'applique d'un point de vue sémiologique, sémantique, sans-alcool, c'est ce qui ne contient pas d'alcool. Donc en fait, tu peux mettre des sodas, tu peux mettre du Red Bull, tu peux mettre ce que tu veux. J'ai eu cette discussion avec des étudiants en cours où je leur ai demandé, est-ce que vous buvez du sans-alcool? Personne ne lève la main. Je dis, attendez, vous buvez pas d'eau? Il me dit, mais oui, mais... Je dis, mais sémantiquement, sans alcool, c'est tout ce qui n'est pas l'alcool. Oui. Je dis, mais là, votre Red Bull, il y avait que des Red Bull dans la salle de cours. Oui, c'est une boisson sans alcool. C'est une boisson sans alcool. Ils me disent, mais non, le sans alcool, c'est du vin sans alcool. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Oui. Et c'est là où je pense qu'on déforme les choses en ce moment. Exactement. Et non, je suis pas du tout convaincu de ça, moi. Alors, nous, on a via Gueule de Joie, au-delà de la marque, je trouve que la sémantique est géniale. Alors, j'y suis pour rien, elle a été créée avant nous. Le territoire de marque est super. C'est Jean-Philippe qui l'a fait, et je trouve que il y a quelque chose d'impertinent et de super là-dedans. Alors, de là à dire que demain, tu peux appeler une catégorie Gueule de Joie, non. Mais nous, en tout cas, même dans nos points de vente, c'est comme ça qu'on a envie de le faire vivre beaucoup plus, parce que derrière Gueule de Joie, tu peux faire vivre des choses, faire comprendre, faire passer des messages sans être dans le sans-alcool. J'ai pas la sémantique idéale aujourd'hui, mais je te rejoins. Le sans-alcool, pour moi, c'est une multitude de sous-catégories. D'un point de vue même achat, chez nous, c'est comme ça qu'on le traite. Parce finalement, on va avoir des acheteurs qui vont travailler plutôt sur des boissons soft, sur des kombucha, d'autres sur des bières sans alcool, parce que c'est aussi la nature des fournisseurs qui fait ça. Donc, on les voit bien, nous, ces sous-segments. Est-ce qu'on a envie de tout mettre dans le même panier aussi, parce que, par exemple, j'ai discuté avec plusieurs de vos franchisés, et il y avait des franchisés qui disaient, nous, on préfère mettre ce type de produit sans alcool à l'honneur plutôt qu'un autre parce qu'on y croit davantage. Et c'est OK. Ouais, c'est super. Et c'est aussi notre rôle. Nous, on met à disposition, en tant que centrale d'achat, aussi une multitude de produits. Donc là, grâce à Gueule de Joie, on a mis aussi beaucoup plus vite des produits à disposition. Évidemment, là-dedans, le franchisé connaît aussi ses clients, sa zone de chalandise, va faire des adaptations, déjà en nombre de références, en largeur de gamme, mais aussi parfois sur des choix forts, à se dire, en fait, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est ça, plutôt que ça. Ça, c'est clair. Et typiquement, à Nanterre, on va avoir un magasin qui ne met pas du tout en avant le même type de choses que des magasins dans le sud-ouest. Les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Effectivement. Parce que les publics ne sont pas les mêmes. Exactement.
Absolument. Et pour assurer un minimum de rotation au niveau des produits, il ne faut pas être con et il ne faut pas être On doit têtu, s'adapter. borneux. Et c'est la force aussi d'avoir, nous, des franchisés, des intégrés aussi. Je parle beaucoup de franchisés, mais on a quand même aussi 10% d'intégrés. Mais en tout cas, des magasins ancrés localement et qui, certes, puisent en grande partie dans une centrale d'achat, mais font aussi des achats en direct et surtout adaptent leur gamme en fonction de leur clientèle, quoi. Et c'est essentiel aujourd'hui pour ne pas être dans une approche de on fait pareil partout qui serait complètement obsolète. Ouais, bien sûr. On a pas mal parlé de VNB en tant que marque enseigne, en tant que groupe. Si on essaie de nommer les bénéfices, si toi tu essaies, Yanis, de nommer les bénéfices pour lesquels vos clients sont clients chez VNB aujourd'hui, donc bénéfices fonctionnels, émotionnels. Donc fonctionnel, je rappelle aux auditeurs, c'est tout ce qui va être par exemple choix, prix, conseil. Et émotionnel, c'est ce je ne sais quoi un petit peu irrationnel qui fait que vous êtes prêt à payer plus cher pour un produit qui possède les mêmes fonctionnalités. Ouais. Donc selon toi, quels seraient ces bénéfices émotionnels et fonctionnels à être client chez VNB? Alors déjà sur l'émotionnel, on a parlé, il y a cette dimension conviviale, humaine, sentiment un peu d'appartenance parfois, qui fait que c'est un levier fort. Je ne reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé, mais c'est clair. Il y en a un autre, je pense, encore plus côté cave et plus globalement vente à emporter, c'est cette dimension aussi de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir jugé et finalement de rentrer dans un lieu sans appréhension. Ok, donc le droit au plaisir sans snobisme. Ouais, parce que pour échanger souvent, et pour moi, j'ai fait beaucoup aussi d'ethno-marketing et aller voir dans les caves ce qui se passe. Et juste avant de rentrer dans les caves, il y a beaucoup de gens qui stressent presque d'aller chez un caviste parce que c'est pas des habitués. Et ça, chez nous, on l'a quasiment pas. Et quand on demande aux clients, ils le ressentent pas. Et je trouve ça super cool parce que vraiment, c'est quelque chose que moi, j'aime pas du tout dans le vin. Et c'est ce contre quoi on doit aller se battre parce que, au fond, c'est un produit qui doit être hyper inclusif, qui est là depuis toujours. Et puis, je sais pas pourquoi, à un moment donné, il est devenu un peu élitiste, pas que dans le prix pour certains, mais aussi dans l'approche, dans le vocabulaire et tout, bref, tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, chez VNB, on n'est pas ça du tout. Et c'est vraiment une force sur la partie retail que je perçois et que j'observe à chaque fois que je vais dans un VNB. Donc sur la partie émotionnelle, je pense que c'est les deux gros aspects. Alors il y en a un qui est peut-être un petit peu plus sur la dimension bar sur place et l'autre qui est plus sur la consommation emportée, mais les deux sont vrais dans les deux cas. Et après, sur la dimension fonctionnelle, historiquement, on a quand même eu... et c'est toujours le cas dans beaucoup d'endroits, une force sur la bière. Oui, le choix de bière. Les sélections. Et alors le choix au sens, il y a beaucoup de choix, mais aussi je trouve des choses que je trouve pas ailleurs, notamment la bière allemande qui a été pour nous un vrai levier d'amener ça ici. Ah bah écoute, mon père est fan de vous grâce à ça. Mais j'en connais plein et à Nantes, pareil. Vraiment. Et qui n'y vont que pour ça. Alors j'espère qu'on va réussir à les amener là-bas pour autre chose, mais et puis surtout au bout d'un moment ça s'essouffle si c'est que ça. Et puis il y en a d'autres qui le font. Là, c'est tout le problème. Hein. Les caves à bière de supermarché le font plus aussi maintenant avec des bières allemandes, des bouteilles de 50 centilitres. Mais au début et pendant un certain nombre d'années, il y avait vraiment quasiment pas de concurrence là-dessus. Ah non, mais tu peux venir, tu prends ton rack. Enfin nous dans la cuisine familiale où là on a 3 racks de bière allemande et mon père à chaque fois il est là non, faut pas jeter, consigne. Ah oui d'accord, on va chez VNB. Donc vraiment non, le puriste, tu vois. D'un point de vue fonctionnel, c'est clair. Ah mais c'est super. Et ça a été une force. Et aujourd'hui, le choix au sens large, hein, parce que du coup, on est déjà sur tous les univers en termes de boissons, parce qu'on parlait du sans-alcool avec toutes ces sous-catégories que ça représente, on a beaucoup de choses. Sur les spiritueux, on a des gammes qui sont très larges. Sur les vins bien aussi. Local aussi, bien ancré au niveau local. Ouais, avec ce mélange de choses qui viennent d'ailleurs, locales. Donc, on a quand même beaucoup de choix. Et des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, avec nous aussi des marques propres et l'envie d'accélérer encore sur tout ça pour que les gens trouvent des choses qu'ils ne trouvent pas, notamment en grande distribution, mais pas que. Et au bar, même chose, on a quand même souvent, même s'il y a de plus en plus de bars qui le font, un certain nombre de becs, donc un choix à la pression qui est fort. Et historiquement, il n'y avait pas forcément de pression au tout début, mais il y avait des grands frigos avec énormément de bouteilles de bière, et donc là aussi du choix. Donc le choix quand même, presque émotionnellement, j'ai la sensation du choix, et on aime tous avoir un petit peu le choix. Ah ok, c'est une forme de liberté aussi. Il y a ce côté d'opulence quand même quand tu rentres chez VNB, t'en prends plein les yeux, quoi. T'es là... je sais pas quoi choisir en fait, un peu trop parfois. C'est tout le sujet aujourd'hui et toutes les évolutions qu'on amène. Mais en même temps, c'est apaisant, tu vois, pour quelqu'un qui a... je viens d'une famille où tu sais, sur la table, il faut toujours qu'il y ait un peu trop à manger parce que sinon, crise de panique, tu vois. Et tu rentres dans un VNB, tu dis... Ah, on manquera de rien. C'est ça. Tu vois. Et ça, c'est apaisant. Exactement. On trouvera forcément ce qu'il faut. Non, et puis il y a quelque chose de familial. Hein. La maison n'est pas parfaitement bien rangée. Exactement. Ça vit. Exactement. Maintenant, il faut trouver l'équilibre entre ça et parfois l'effet un peu bordel, quoi. Dans la tête d'un consommateur, il y a aussi ça. C'est que si je rentre, je connais pas l'enseigne.
en fait, je sais pas forcément où aller, comment est-ce que je vais trouver ce que je recherche. Donc, on doit trouver cet équilibre. On est en plein dedans et on avance bien pour faire que les parcours soient plus fluides et qu'il y ait un peu plus de clarté. Parce que si, en fait, le choix devient une angoisse, parce qu'en fait, je sais pas forcément comment choisir ou regarder, là, c'est un problème. Donc, on doit mettre le curseur au bon endroit. Et en même temps, là où il y a le plus de choix, c'est sur la bière. Et j'ai jamais vu les gens se casser le bol pour choisir des bières. Oui, alors que pour le vin, crise d'angoisse. Ouais, toujours. Tachycardie, tu vois. C'est ce que j'ai sur le caviste. Exactement. Alors que la bière, mais tu les vois, les gens, ils font ils savent déjà en fait ce qu'ils viennent prendre. Oui. Ou alors ils savent pas. Moi, on va régulièrement chez VNB avec mes frères, qui sont des gros fanats de bière, mais du style avoir, tu sais, l'application où ils notent les bières et tout machin. Ouais. Et à chaque fois, on ressort, il faut prendre des nouvelles bières. Ouais. Et donc, ils partent à la chasse et eux, ils sont là, mais pépères, ils prennent leur bière habituelle et derrière, à chaque fois, ils vont aller chercher de nouvelles références. Ouais. Mais il n'y a pas d'angoisse, ils retournent la bière en disant « Ah, ça c'est bien, ça je connais pas, ça je connais, j'ai jamais testé, viens on teste. » Alors que pour le vin, je ne vois jamais les gens fonctionner de cette manière. Non, sur le vin, il y a une forme de pression, c'est ce que je disais. Parfois, je ne sais pas l'expliquer en totalité, mais elle est là, c'est clair, beaucoup plus. Et nous, on doit être un acteur, pour moi, qui contribue à une approche beaucoup plus simple, qui n'empêche pas la qualité, mais voilà, autour du partage, de la simplicité. Et juste pour finir sur les fonctions, les apports fonctionnels, il y en a un pour moi qui est quand même très fort depuis toujours, c'est l'accessibilité. Et l'accessibilité, elle veut dire quand même pas mal de choses. Ça a été initialement déjà, on est sur des parkings où je viens avec ma voiture, j'ai mon coffre qui est pas trop loin, et du coup, vu que je viens chercher des caisses de bière, c'est facile, c'est pratique. Mais c'est aussi en termes de prix. Il y a toujours eu quand même une volonté, et ça a été, et on le sait, et on en échange beaucoup là-dessus avec nos clients, une force depuis le début, notamment au bar, d'avoir des bières pression à des prix hyper raisonnables, et des bonnes bières allemandes, etc. Et de constamment faire l'effort de proposer des choses qui soient hyper accessibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des choses beaucoup plus pointues. Tu parlais de bière avec tes frères, on a des crafts qui sont hyper sophistiqués et qui, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, sont hyper chers. Parce que payer 8 € une canette de 44 centilitres... Et vous vous adressez à beaucoup de gens. Quand je suis arrivé, c'est ce qui m'avait un peu surpris et un peu déstabilisé par rapport à mon approche aussi de la stratégie. En fait, on est finalement, tout le monde peut être notre client, quoi. En marketing, on n'aime pas trop ça, quoi. Et alors que oui, mais non. Parce que déjà, il y a le côté accessibilité. Tu le disais tout à l'heure, donc effectivement, il y a un parking. Et moi, je vois autre chose. C'est-à-dire que je ne viens pas d'une grande ville, je viens vraiment de la campagne, mais de la campagne, c'est-à-dire il y a 10 Pékins qui se battent en duel. Et en l'occurrence, ce que je trouve hyper rafraîchissant, c'est d'avoir des magasins dans des périphéries de ville. De tels magasins, ça permet aux gens qui ne sont pas urbains d'avoir accès en fait à des super sélections sans pour autant se taper 40 minutes de route. Et de bouchons. Exactement, sans avoir besoin d'aller, entre guillemets, à la ville. Oui, complètement. Ça, c'est super précieux. Oui, une des sources du succès, c'est certain. L'implantation. Vraiment. Et on a quelques VNB qui sont en centre-ville et d'autres qui sont dans des zones un petit peu mixtes, mais on a une majorité qui sont quand même dans des zones périurbaines. En tout cas, c'est un marqueur fort. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourrait pas, d'autre manière, aller chercher des clients qui sont un petit peu plus citadins. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une immense partie de nos clients ne le sont pas. Et c'est pas grave, parce qu'en effet, on amène ça aussi, comme tu dis, à des gens qui n'auraient pas pu avoir accès à ça. Et ça, c'est super. En termes d'accessibilité aussi, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu penses que le vin, il a un potentiel peintable ? C'est une bonne question. On a des magasins où il y a des demandes clients. Alors déjà, pour avoir constamment le verre en double dose et pouvoir se trimballer avec son gros verre ballon et pas devoir revenir chercher un verre. Donc déjà, on n'est pas dans le format pinte, mais on commence à avoir un verre un petit peu plus volumique qui fait déjà... on parlait d'abondance, bon là, t'as une sensation d'abondance. Donc à chaque fois, moi j'adore parce que c'est des sujets qui nous sont remontés. Mais finalement, ça, ces concepts, on a le droit de le faire ou pas. Donc, on a souvent des choses qui nous sont demandées. En fait, on l'a observé ici, on l'a observé là, mais est-ce que, d'un point de vue concept, on est d'accord avec ça ? En tout cas, je pense que de ce point de vue, sur le gros contenant en soirée, etc., il semblerait qu'il y ait une demande. Et qui, justement, peut-être fait du bien au côté, le vin, c'est un peu snob et tout. Bon, là, en fait, j'ai mon grand verre, je le garde un peu. Alors, moi qui suis très amateur, je me dis, waouh, selon les conditions, en fait, ton vin, il va chauffer à vitesse grand V. Enfin, mais en même temps, un bon rosé avec de la glace pilée. Voilà, il y a des types de vins plus accessibles où ça marche bien. Donc, il faut aussi le cadrer pour que ça puisse fonctionner. Et après, il y a le sujet du vin à la tireuse, une autre manière de le servir. Et ça, moi, j'y crois. Pas sur tous les vins, évidemment, mais on l'a déjà fait. Notamment sur le Beaujolais Nouveau, où l'année dernière, on a fait des soirées qu'on a organisées dans les VNB, où en fait, le Beaujolais Nouveau, c'est à la tireuse, je viens chercher mon verre, ça fonctionne, les gens adorent, ça amène plus de simplicité, de convivialité. Donc, il y a des vins où l'approche
fonctionne. Ah ouais. Et où les gens ne recherchent pas forcément la bouteille et voir qu'il me sert, quoi. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme quand même. Et Mais du nous, vin notre rouge à la clientèle... tireuse, waouh. Ouais. Mais c'est des changements auxquels je crois quand même. Encore une fois, c'est peut-être qu'une petite partie Mais s'il y a une du demande. marché. Exactement. Mais s'il y a une personne qui le demande, on est rarement une seule personne à avoir Oui. une seule bonne idée. Tu vois. Nous, sur le Beaujolais Nouveau, ça a plutôt bien marché. Ouais. À Nantes, il y a des concepts que j'ai en tête où c'est 100% comme ça. Hein. Il y a plus du tout c'est que du vin en vrac. Il n'y a plus du tout de vin à la bouteille qui fonctionne. Alors, dans quelle mesure, à quel point c'est une niche, on verra. Mais en tout cas, il y a des changements là-dessus. Et historiquement, quand je suis arrivé dans le groupe, il y a beaucoup de blocages sur ces sujets parce que, au fond, quand même, c'est pas comme ça qu'on traite le vin et tout. Puis en fait, par la force des choses, je pense qu'aussi par la culture client qu'on amène depuis 2-3 ans beaucoup plus fortement, la connaissance de nos consommateurs, on sait s'adapter un petit peu plus. Et puis parfois on tente, et parfois on se foire aussi, et puis on rétropédale. Mais au moins on s'ouvre. Je pense que c'est important et c'est aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir dans le vin, de se dire peut-être que c'est pas l'image qu'on en avait, mais aujourd'hui c'est des choses qui peuvent fonctionner, essayons. C'est comme tous les différents contenants qu'on peut voir, du vin en canette, etc. Des choses qui, il y a 10-20 ans, étaient choquantes. Au vin en canette ? Un peu moins, c'est très personnel. Hein, mais... Exactement, là je vais la poser en 2 temps. Première question, et là je m'adresse à Yanis, la personne qui aime le vin, et pas au marketeur. Est-ce que tu crois, toi, au vin en canette en tant que consommateur ? Je ne crois pas au vin, vraiment pur vin en canette. Ouais. En revanche, et je le vois, on revient sur cette grande catégorie du sans-alcool, des choses qui s'y apparentent, alors soit des vins désalcoolisés qui pour moi sont plus vraiment des vins souvent, mais qui sont une boisson à base de raisin, dans laquelle il n'y a pas ou très peu d'alcool, ou alors les proxys qu'on voit qui se développent beaucoup. Oui, là, ok, j'y crois. Okay. Sur vraiment du pur vin, du vrai vin tel que je l'entends, moi j'y crois pas trop. Et du cocktail vinique ? Ça pourrait, je pense. Okay. Dans tous les RTD. Alors aujourd'hui, ça marche déjà très bien dans d'autres pays, mais je l'ai vécu. Moi, chez Amazon, j'ai travaillé sur un périmètre européen, donc je travaille beaucoup en Angleterre, en Allemagne. J'ai vécu énormément aussi de tendances qui ont très bien marché là-bas. On se disait toujours, oui, ça va arriver chez nous, et c'est jamais arrivé. Il y a quand même en France, t'as des exemples de tendances qui sont jamais arrivées chez nous ? Déjà, dans la manière de consommer sur le e-commerce, on s'est toujours dit, on va s'inspirer, par exemple chez Amazon, du UK, de l'Allemagne, parce qu'ils sont en avance sur nous. La consommation en ligne sur les boissons est beaucoup plus forte, et on va y arriver nous aussi. C'est une question de temps. En fait, moi, c'était... Le temps n'est jamais arrivé. Ça fait 8 ans que je suis parti d'Amazon, et en fait, globalement, ça n'a pas changé. 8 ans, ça veut dire que ça ne changera peut-être pas. Et en fait, la manière de consommer n'est pas la même. Donc, typiquement, la barrière qu'on a en France à j'ai envie de voir le produit, j'ai envie de rencontrer potentiellement la personne qui le vend ou qui l'a fait, encore mieux, dans d'autres pays, elle est beaucoup moins là. Et en Angleterre et dans le monde anglo-saxon particulièrement. Donc, typiquement là, je me disais, oui, chez Amazon, c'est bon, en France, ça va arriver, on va consommer de la même manière. Non, nous, on a vendu chez Amazon en grande partie des spiritueux. Le vin, il n'a jamais grandi plus que ça. Il y a des choses parfois, mais ça reste à la marge. Alors que là-bas, ça l'était beaucoup plus. Et en Allemagne, ils vendaient énormément de vin sur Amazon. Et sûrement encore aujourd'hui. Je veux pas non plus avoir trop de certitude, mais en tout cas, l'intuition que j'ai, typiquement sur le vin en canette, c'est que je pense pas que chez nous, ça va marcher tant que ça. Mais tout ce qui va, par contre, s'y apparenter, qui va être à base de raisins, de boissons fermentées, etc., oui, pourquoi pas. Mais on verra, je peux me tromper. Peut-être qu'en fait, dans 15 ans, il y aura du vin en canette partout et on commandera ça au bar. Hein. Tu avais suivi le lancement de la marque Maison Bagarre de l'influenceuse Océane Amsler ? Ouais. Une canette de vin bien rose, ça a pas tenu l'épreuve du temps de ce que j'ai compris. Ouais. Et à un moment, elle postait pas mal sur Instagram toutes les Q&A qui étaient posées à la marque directement. La principale peur des consommateurs était la suivante: est-ce que l'alu donne un goût au vin ? Oui. Tu vois ? Donc et je suis convaincu que oui. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais quand je vois que... Je suis assez d'accord. Il y a peu, je lisais un livre que j'ai adoré, là, Dans la jungle des vins naturels, je ne sais pas si tu connais, mais avec c'est Jean Fauillard et Jean-François Ganeva qui sont interviewés par Eric Conan. C'est tout un livre sur leur approche du vin naturel. Et typiquement, ils exprimaient des convictions sur déjà que la cuve en inox pouvait avoir beaucoup plus qu'on croit, une influence sur le goût du vin. Ouais. Et donc, aller plus parler de cuve béton, etc. Donc, je me dis que la canette, sur vraiment des jolis vins, voilà, encore plus des vins très naturels, je pense que ça a forcément une influence. Puis, tout est question aussi de conservation, à quelle température, combien de temps c'est resté dans la canette. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Ça a forcément un impact. Maintenant, si c'est un vin très jeune, fait pour être bu maintenant, qui reste peu de temps, bien conservé, peut-être que ça marche très bien. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup le vert.
Tu vois, je sais que le verre, tout le système de consigne en France est en train de se structurer et qu'il faut beaucoup d'énergie pour produire du verre. Mais vraiment, les contenants en verre, je suis trop fan. Moi, j'aime aussi. Nous, c'est un vrai sujet. Et chez VNB, il y avait cette conviction, il y a toujours, historiquement, parce que je me revois à la discussion sur mais est-ce qu'on est d'accord pour que dans nos magasins, on ait des canettes de Coca et de Perrier, ou est-ce qu'on est vraiment sur des bouteilles en verre pour avoir cette expérience? Les bouteilles, ça n'a pas la même gueule. Même sur les bouteilles de Coca, je ne sais pas si tu te souviens, les vieilles bouteilles de Coca, mais elles ont de la gueule. Ouais. C'est autre chose. D'Orangina, pareil. Exactement. Ça fait vivre un truc. Ouais. Si tout ça est bien consigné et on sait le faire, c'est une belle solution. Maintenant, tu le sais comme moi, sur le vin aujourd'hui, la consigne, c'est pas du tout au point. Non, pas du tout. Et donc, en effet, si on pense RSE, et c'est important, l'impact carbone du verre est énorme. Alors oui, déjà, il y a des vignerons qui ont quand même réduit énormément le poids des bouteilles, la densité du verre, etc. Mais il y aura peut-être aussi des vrais enjeux RSE ou carrément de la régulation étatique ou autre qui fera qu'il va falloir sortir un petit peu du verre. Je sais pas, mais ça peut être aussi... soit la consigne arrive vraiment à bouger vite sur le vin, soit il y aura sûrement une obligation à bouger certaines lignes. Après, il y a aussi une autre option qui est de détourner l'usage des contenants. C'est-à-dire que ça nous arrive, on achète, je sais pas, un bocal de cornichons. Ton bocal de cornichons, tu le réutilises pour foutre, je sais pas moi, tes graines de chia, tes pois chiches, ce que tu veux. Je sais que Côte des Roses, qui a la bouteille, tu sais, Côte des Roses de Gérard Bertrand, qui a une bouteille super mignonne, j'ai vu Emma Bertrand le détourner à maintes et maintes reprises pour en faire un soliflore. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des usages auxquels on n'a pas pensé qui peuvent nous permettre de donner une seconde vie à ces bouteilles? Ouais, c'est sûr. Si tu viens chez moi, tu verras des bouteilles partout vides. Enfin, il y a aussi j'ai une cave avec des bouteilles pleines, mais beaucoup de bouteilles vides. Et ma femme adore en faire aussi des vases et des machins parce que des chandeliers. En plus, souvent c'est des bouteilles qui nous ont fait vivre un moment. Absolument. Et donc à chaque fois que je la vois, j'adore. Et on la détourne en effet dans un usage de décoration, comme beaucoup de bars le font. Je réfléchissais encore hier à comment je vais pouvoir faire une petite étagère pour mettre en avant une quinzaine de bouteilles que j'aime bien. Bref, en termes de déco, il y a des choses à faire. Mais je repense, tu parlais de Gérard Bertrand là récemment, un peu plus récemment, les bouteilles l'art de vivre là qu'il a faites. Oui, absolument. Les bouteilles d'huile d'olive un petit peu. Ouais, je sais pas si c'est de la céramique ou autre, mais en tout cas, ça donne cette impression. C'est magnifique. Bon, là, j'imagine, j'aurais pas demandé, mon acheteur était chez lui il y a quelques semaines, mais je pense qu'il y a quand même eu une réflexion sur une bouteille pour qu'elle serve à autre chose. Parce qu'en plus, moi, j'adore parler d'art de vivre. Bien sûr. Voilà. Et là, pour le coup, c'est des formats, des contenants qui s'y prêtent. Mais ça, vinaigre, toutes tes huiles, sésame, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer plein de choses. Et là, en termes de RSE, il y a quelque chose à raconter de tout autre. Donc déjà, il faut penser à qui on vend, quel produit, et la vie après du produit, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. Puis là, on parlait des casquettes des vignerons, là, ça commence à en faire beaucoup. Là, ça commence à faire beaucoup. Il faut les aider. Non, exactement, il faut les aider. Comment vous faites aujourd'hui pour vous différencier de la concurrence, on l'a bien compris, mais comment vous faites pour ne pas stresser quand la concurrence vient un peu respirer sur votre nuque? Parce que la concurrence, elle est... Tout le monde est sur les dents en ce moment. Comment vous faites pour garder votre cap et ne pas vous laisser influencer par ce que fait la concurrence? Surtout pour les franchisés. À titre personnel, déjà, j'ai pas une nature stressée. J'aime bien aussi le challenge et je pense que c'est notre rôle en tant que dirigeant aussi de pas se laisser aller à du stress par rapport à ça. Il faut en avoir conscience, il faut être lucide, mais on a un rôle aussi à embarquer les équipes, donc à pas se laisser submerger par ça. Mais du coup, j'allais commencer par là. En effet, les franchisés, nous, on a déjà des rappels terrain constants sur ce qui se passe. Parce qu'un franchisé qui a un concurrent qui vient s'implanter devant lui, ça peut avoir un impact énorme sur son magasin, donc sur sa vie. Donc forcément, lui, il stresse, et c'est normal. Comment vous faites quand ça arrive? Ça arrive souvent. Déjà, on a des analyses quand même historiques. C'est-à-dire qu'on sait, selon le concurrent, et on va dire la taille du point de vente qu'il va déployer et la proximité plus ou moins forte avec notre magasin existant, on a une idée globalement du chiffre d'affaires qu'on va perdre, parce que quoi qu'il arrive, t'en perds, mais aussi de combien de temps ça va durer. Et donc, c'est aussi, j'ai vu beaucoup de moments où on a accompagné le franchisé à faire le dos rond, à mettre en place des choses, etc. Mais il sait en fait que pendant un temps, il va perdre un petit peu. Mais s'il bosse hyper bien, il s'y retrouve. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'endroits où il y a eu 1 an, 2 ans, parfois 3 ans, où il y a une baisse de chiffre d'affaires. Et puis progressivement, en fait, c'est une logique de concurrence. Donc, tu dois faire mieux que l'autre. Tu dois c'est des moments où tu te rechallenges énormément toi-même et qui sont parfois difficiles ou hyper énergivores.
Mais on a aussi vu beaucoup d'endroits où le concurrent est parti ou a commencé à baisser parce qu'on avait un franchisé qui a réussi justement à faire le taf, quoi. Et donc vous accompagnez les franchisés. Ouais, mais humainement aussi. Bien sûr. C'est beaucoup d'échanges. En fait, c'est comme avec tes équipes. C'est aussi, oui, en effet. Ils sont allés à Wine Paris, ils vont voir, ah ouais, il y a tel concurrent tel qui fait ça, tel concurrent qui fait ça. Forcément, ça déclenche une forme d'appréhension et elle est normale, elle est naturelle. Maintenant, je pense qu'on doit être hyper au fait de ce qui se passe. Moi, je me dis jamais que tel acteur ne sera jamais un vrai concurrent ou qu'ils arriveront jamais à rivaliser avec nous. Je me dis jamais ça. Humble, vraiment, je pense que c'est une erreur. Il y a des gens qui le font, mais je pense vraiment que c'est une grosse erreur. Et surtout, je pense que parfois la vraie concurrence, on la voit pas forcément tout de suite, et donc on doit être aussi hyper attentif à des métiers qui sont finalement assez similaires, qui aujourd'hui sont pas des concurrents, mais qui du jour au lendemain pourraient venir et devenir des concurrents frontaux. Et moi, je l'ai vécu dans d'autres vies, dans d'autres secteurs, où notamment des acteurs qui ont grandi plutôt des pure players sur du e-commerce avec une vraie démarche omnicanale, connaissance client, du coup aussi un rythme d'exécution qui est tout autre parce qu'il y a une culture de la performance, de l'indicateur qui est là, et qui du coup, d'un seul coup, décide de basculer sur un positionnement plus proche de toi, et là, ça peut devenir dangereux aussi. Alors certes, il y a toujours l'histoire, tout ce que tu as déjà ancré, l'humain, mais quand même, d'un point de vue purement expérience client, performance, tu peux avoir des concepts qui deviennent dangereux. Donc moi, je reste toujours hyper prudent sur ça, et c'est aussi pour ça qu'on doit, de notre côté, constamment se remettre en question, qu'on a retravaillé beaucoup sur les sujets de connaissance client, d'expérience client, de performance, de suivi d'indicateurs, parce qu'on pense concurrence par rapport à une stratégie marketing, un positionnement, mais c'est aussi de la productivité, notre capacité à aller vite, sortir des marques rapidement, toutes ces choses-là sur lesquelles on travaille beaucoup depuis 2-3 ans pour réussir à rester le plus performant possible et donc idéalement garder la concurrence un petit peu plus loin de nous, quoi. Oui, bien sûr. Tu as fait une excellente transition parce que justement, j'allais aller sur la partie franchise au sujet de comment vous fédérez les franchisés. On a une trentaine d'intégrés. Ok. Ouais, et du coup, en tout, on a 260 magasins en franchise. Après, il y a des multifranchisés. Donc, j'ai pas le chiffre exact en nombre de franchisés, mais peut-être qu'on a 230 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un franchisé VNB et un franchisé, par exemple, franchisé VNB, je sais pas moi, dans l'Est, et un franchisé à Lyon font vivre la même promesse? Quand vous les faites rentrer, vous leur dites quoi? Alors, il y a un parcours déjà. Il y a un parcours de recrutement, il y a un parcours de... Il y a une école aussi. Oui, une académie qui du coup va former. Donc sur plusieurs semaines, un nouveau franchisé, mais aussi des nouveaux membres de staff, etc. Donc on a quand même un parcours commun qui fait qu'il y a un discours commun qui va être dispensé et qui fait qu'il passe par du coup la même manière de voir les choses. Alors certainement que ceux qui l'ont fait il y a 15 ans ne reçoivent pas la même chose qu'aujourd'hui parce qu'évidemment tout ça évolue, les programmes évoluent. Mais quand même, dans la logique, dans l'ADN, il y a des choses qui restent. Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si c'est finalement, pour répondre à ta question, de qu'est-ce qui fait qu'ils ont la même position, enfin le même positionnement ou les mêmes convictions, la même manière de... Il y a forcément un dénominateur commun. Il y a un petit peu le parcours initial, mais je pense qu'il y a surtout la culture entreprise et tous les moments qu'on passe ensemble. On a quand même une culture où on essaie d'avoir le plus possible de moments ensemble, avec notamment toute l'équipe de direction, des équipes du siège et nos franchisés, nos intégrés, un VNBD annuel où on est tous ensemble, des moments de cohésion où on part un week-end tous ensemble, on a des réunions par région qu'on fait aussi chaque année, donc on a quand même plusieurs moments, je dirais en moyenne 3 moments déjà où toute l'équipe de direction est au contact de quasiment tous les franchisés par an, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Et c'est de l'argent aussi à chaque fois, parce que c'est des coûts, c'est des budgets, bien sûr. Et on les a jamais sacrifiés au profit d'autre chose jusqu'ici, et ça a vocation à rester parce que c'est important de se retrouver. Et à chaque fois qu'on le fait, c'est aussi ce que nous dit notre réseau, c'est qu'ils ont besoin de ces moments-là. Donc c'est aussi évidemment des moments où on passe des messages par une plénière ou autre, mais aussi des moments où on discute, on a beaucoup d'informels, on échange, et ça permet, je pense, de raccrocher pas mal les wagons. Ça, c'est un élément fort. Et après, on a aussi dans notre orga, comme dans toutes les boîtes en tout cas que je connaisse qui bossent en franchise, des équipes qu'on appelle nos équipes réseau, avec des coachs, des animateurs réseau, qui au quotidien sont partout, ont leur propre zone géographique, et donc sont aussi là pour échanger avec les franchisés, les intégrer, pour s'assurer que le magasin soit bien tenu, que ça respecte les règles du concept, mais aussi pour les accompagner, pour les aider à mieux performer, ou pour affiner leur positionnement. Et toute cette équipe-là, elle est formée de la même manière, elle a accès au même discours,
discours, au même, on appelle ça un manuel opératoire, mais ce que nos équipes ont travaillé, ont produit pour dire, OK, d'un point de vue marketing, d'un point de vue gamme, voilà qui on est, voilà où on va, voilà comment on fait. Et nos coachs sont évidemment imbibés de tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, eux aussi, ils sont des éléments, des rouages essentiels pour faire qu'il y ait une certaine homogénéité, en tout cas sur le territoire, et des franchisés qui se sentent vraiment appartenir aussi à cette communauté, quoi. Ok. Tu parlais d'affiner son positionnement. J'ai envie d'aller un petit peu t'asticoter parce que normalement, quand on est franchisé VNB, on a déjà un positionnement qui est le positionnement de VNB, qui est déjà clair. Oui. Pourquoi affiner son positionnement du coup ? Parce que justement, comme je te dis, depuis le début, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui laisse la place à beaucoup de liberté. Et on a un peu l'image de la franchise comme les plus grosses, des McDo, où en fait, c'est finalement à peu près la même chose partout. Bon, tu l'as dit tout à l'heure au début, chez VNB, c'est pas le cas du tout. Non. Ça n'a jamais été le cas. Et je pense que sur certains éléments, on doit avoir un petit peu plus de stabilité dans l'expérience, mais qu'il faut surtout pas aller à l'encontre de ça qui est en fait notre force aussi, qui fait que nos franchisés bougent beaucoup plus vite, s'adaptent localement. Et l'adaptation locale, aujourd'hui, elle est essentielle parce que dans notre métier, encore plus, la consommation selon les régions, selon même, je dirais, les villes, est hyper différente. J'ai de plus en plus de franchisés qui me disent, en fait, la première demande pour des gens qui veulent louer une tireuse, c'est « je veux une bière locale ». On le sait, c'est c'est pas nouveau, on est en plein dans tout ça. Donc, il y a quand même une réalité du local qui fait que ce serait dommage qu'on soit dans une logique de on impose un positionnement unique, national ou même au-delà de nos frontières, qui serait encore plus stupide, en se disant non, c'est comme ça qu'on doit faire. Maintenant, évidemment, il y a des éléments de positionnement. Ce que je t'ai dit au début tout à l'heure sur les apports fonctionnels, émotionnels, il faut qu'ils soient vrais partout. Il faut qu'un VNB soit accessible. Il faut que dans un VNB, il n'y ait aucune pression du consommateur quand il va aller acheter un produit. Vous les auditez, vos franchisés pour, tu sais, du style avec un client mystère? Ouais, on a eu des études, je ne sais pas s'il y en a eu cette année, mais l'année dernière encore, je crois, on avait, moi je reçois à chaque fois les résumés, on a eu des études clients mystères. Après, c'est aussi, on passe quand même du temps. Nos coachs déjà le font beaucoup. Nous-mêmes, on essaie de se déplacer. Tu vois, la semaine prochaine, je vais en Bourgogne, je vais passer du temps au VNB en Bourgogne. On essaie tous, encore plus quand on est proche de ces, plus proche de leur sujet. Ça sont des intégrés ou des franchisés que tu vas voir en Bourgogne? Franchisés. Ok. Donc à Beaune et Châlons. Ils ont besoin de plus, comment dire, ils ont besoin d'être beaucoup plus au contact de vous, les franchisés, que les intégrés. Il y a une différence entre les deux ou pas du tout? En fait, les intégrés le sont un petit peu plus parce que justement, vu qu'ils sont intégrés, ils sont associés avec nous. Ils ont aussi des réunions, des moments où ils nous voient quand les franchisés ne nous voient pas. Donc, ils ont quand même un petit peu plus de liens. Peut-être, du coup, que les franchisés vont exprimer un petit peu plus ce besoin de lien, de présence humaine, physique. Mais voilà, il y a aussi des intégrés. C'est aussi une question de géographie pas mal. C'est que le siège, il est en Mayenne. Donc, il y a des gens qu'on voit plus souvent par la force des choses parce qu'il y a des magasins qui sont dans le coin et puis d'autres qui sont loin que tu vois moins souvent. La Bourgogne, j'y vais moins souvent. Donc, aussi, c'est important aussi d'aller se déplacer pour les voir. Bien sûr. Et les réunions, c'est aussi pour ça qu'on le fait par région. Mais en fait, vers chez toi, tu vois, dans le sud-est, là, on doit aller parce qu'en fait, on va pas les voir en Mayenne à chaque fois. Et en plus, c'est loin, je te le dis. C'est pas forcément facile. Après, on a un VNB Fest, par exemple, qui est un moment où on a beaucoup de franchisés, pas tous, qui vont venir. Et quand je dis franchisés, c'est aussi leurs équipes. L'importance de ces événements annuels, je te parlais d'un VNB Day, on a un Testing Day aussi, qui est un moment dans l'année où tout le monde vient pour rencontrer les fournisseurs, les nouveautés produits, etc. Ça, c'est super chouette. Donc là, cette année, c'était à Bordeaux. On le refait à Bordeaux l'année dernière et c'était à Nantes avant. Bon, là, on va avoir quand même 70%, 80% parfois du réseau qui est présent. Et c'est le franchisé avec toutes ses équipes parfois. Donc, il y a quand même des moments comme ça. C'est pour ça que je te dis, il y en a au moins 2, 3, 4 par an où on se voit, on est tous ensemble. Maintenant, oui, aller dans un magasin, vivre un petit peu la vie du franchisé, c'est autre chose encore. Et dans la réalité d'un dirigeant d'entreprise ou même d'un salarié qui a un quotidien bien rempli, c'est pas toujours évident, mais il faut qu'on se force aussi et c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est plus que parfois il faut trouver le temps, mettre en place et prioriser pour y aller. Donc bon, les agendas doivent être bien remplis. Oui, les agendas sont bien remplis. Donc. Qu'est-ce que les franchisés vous apportent qu'un réseau d'intégrés pur n'aurait pas pu vous apporter? Parfois, ça apporte du négatif aussi, parce que comme je te disais, c'est un franchisé, je pense, de l'expérience que j'en ai, qu'il est beaucoup plus sujet à l'émotion.
parce que, et donc un petit peu au stress, mais donc aussi venir te rentrer dedans parce qu'il y a un truc qui va pas. Bah là, on est sur des tempéraments d'entrepreneurs, en fait. Ouais, c'est des entrepreneurs indépendants. Et donc, ça se gère pas du tout de la même manière. Et parfois, c'est des gros irritants. Parce que, à la limite, toi, en tant que dirigeant d'entreprise, bon, là, tu dois savoir le gérer. Il y a des moments où ça te touche quand même. Hein. Bien sûr. Ça te pollue un petit peu. Mais pour les équipes, parfois, c'est plus difficile. Parce qu'en fait, c'est toujours ces éléments-là qui remontent beaucoup plus que des éléments positifs. Donc, il faut réussir à gérer un petit peu ça. Maintenant, cet aspect qui est en apparence, en surface, un peu négatif, c'est aussi parce qu'en face, tu as des gens qui, du coup, se remettent plus naturellement en question. Quand c'est ton business, ton activité, que tu as mis de l'argent dedans, que c'est ta vie, forcément, en fait, tu te remets en question tout le temps et du coup, beaucoup plus vite aussi. Et ça amène, on le voit, moi qui travaille beaucoup aussi avec la grande distribution, aujourd'hui, quand même, les modèles qui marchent et de loin le mieux, c'est des modèles équivalents franchisés, que ce soit Leclerc, Intermarché, U, alors avec beaucoup plus de moyens, mais aussi parce qu'ils vont vite. Ils sont maîtres de leur propre compte de résultats, ils prennent des décisions, ils avancent. Et nous, on a aussi ça. Et historiquement, le fait d'avoir des franchisés, pour moi, a été cette force. Et encore aujourd'hui, d'avoir des gens qui, du coup, se remettent beaucoup plus en question et donc, parfois, ne nous attendent pas en fait, pour faire des choses. Parce que la réalité, c'est que tu es aussi un siège d'une grosse entreprise et on fait tout pour aller beaucoup plus vite et être plus agile que ce qu'on a pu faire les dernières années. Et je pense qu'on va réussir. Mais parfois, par rapport à la réalité d'un petit business qui fait 1 million d'euros dans une ville, on est très lent. Et donc, il y a des moments où il ne faut pas qu'ils nous attendent d'une certaine manière et ils ne nous attendent pas. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien. Parce que tu vois des franchisés qui innovent, qui testent des choses, et tu vas sur place et tu te dis « Ah ouais, la vache, ça fait ça », ou alors ils t'en parlent d'eux-mêmes, et ça, c'est top. Alors, il y a aussi des super intégrés qui vont le faire. Hein. C'est pas que parce que c'est un franchisé. Non, je pense objectivement qu'on est sur une question de tempérament, plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que, par la force des choses, dans ton recrutement, un franchisé, souvent, pas toujours, a un tempérament différent d'un intégré. Mais on a aussi des intégrés qui ont très envie de devenir des franchisés. Il y a peut-être besoin d'un petit temps avec un petit peu plus de sécurité avant de se lancer, quoi. Mais pour autant, le tempérament de fond était le même. Vous faites signer une charte. Est-ce que vous arrivez à définir comment doit se comporter, et là je parle du savoir-être et pas du savoir-faire, un franchisé ou un intégré VNB? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots dessus? À ma connaissance, je crois pas qu'on ait de charte, mais je peux me tromper. Et je suis pas dans le process de recrutement, moi, des franchisés désintégrés. En revanche, il y a déjà, comme je te disais, recrutement et formation, où il y a beaucoup de messages qui sont passés. Bien sûr, et qui sont aussi beaucoup autour du savoir-être, parce qu'encore plus chez nous, c'est un élément fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accueil du client, la manière de communiquer avec lui, c'est aujourd'hui une différenciation. On a beaucoup parlé. Donc, il faut que nos franchisés, nos intégrés, ils soient sensibilisés. Ils reflètent ça, bien sûr. Je crois pas qu'on ait de charte. Évidemment, on a un contrat de franchise, etc. Mais par contre, nos messages, même les messages que vont passer nos coachs, sont souvent autant sur du savoir-être que sur du savoir-faire. Parce que chez nous, c'est essentiel et c'est la promesse client aussi il faut qu'elle soit réelle, quoi. Donc il faut que le franchisé comme l'intégré, il soit sensibilisé et il soit prêt. Mais évidemment, c'est pas parfait partout. Mais globalement, il y a quand même cette fibre-là chez la majorité. Il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi qui était le programme Tribu, puisque c'est un peu plus qu'un programme fidélité classique, puisqu'à l'origine, l'idée n'était pas seulement de récompenser que les achats, mais la participation à la vie du réseau, à la communauté des VNBistes. Est-ce que c'est toujours dans l'esprit en 2026 et qu'est-ce qui a évolué depuis la création de ce programme? Alors non, c'est plus vraiment dans l'esprit, c'est pas tant que c'est pas voulu, mais c'est que c'est un programme qui a vécu. On est en train de travailler en ce moment sur une refonte de cette approche-là. Ah super, ça tombe à pic. Parce qu'il y a en effet, dans cette notion de tribu, il y a quelque chose d'assez puissant, communautaire, qui fait qu'il n'y a pas que du transactionnel dans la relation. Sentiment d'appartenance. Qui est génial. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en magasin, ça n'existe pas vraiment. C'est pas retranscrit. On a un programme de fidélité hyper classique où, j'achète, au bout d'un moment, je gagne des caps et ça me permet d'avoir un bon de réduction. Donc, très transactionnel, qui fonctionne en soi. T'aimerais aller plus loin ? Mais on veut aller plus loin. On a commencé à y travailler. On est sur un horizon 27-28 pour vraiment bouger les lignes là-dessus. Après, je l'ai vécu dans d'autres entreprises. On a fait parfois des choix d'aller vers des programmes de fidélité qui nous semblaient
et qu'on a travaillé avec des clients très puissants parce que justement pas que transactionnels, très communautaires. Et qui ont fait un four. On s'est foiré aussi parfois. Parce arrive. que en fait, à un moment donné, il faut que ça reste aussi clair, compréhensible, et qu'il y a aussi une majorité de clients qui ont été habitués. On parlait tout à l'heure d'instantanéité, c'est pareil sur la grande distribution. Ok. Absolument. En fait, j'ai gagné tant d'euros. La prochaine fois, je sais que j'ai tant d'euros. Et au fond, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir cette transparence qui leur permet de savoir et d'être sûr qu'ils ont fait une bonne affaire grâce à ça. Okay. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et je sais, parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, qui n'est pas simple. Mais quand on s'appelle VNB, avec tout ce qu'on s'est dit, on ne peut pas se permettre, je trouve, de ne pas essayer de construire un programme qui soit quand même un petit peu plus puissant que juste un programme transactionnel. Il va falloir juste qu'on trouve le bon dosage pour que ça reste hyper clair, fluide, encore plus dans une démarche omnicanal où il faut qu'il n'y ait pas de friction. Donc c'est un beau challenge. On a vraiment préparé le terrain ces 2 dernières années en mettant en place un référentiel client unique, un CRM qui n'existait pas ou peu, pas de la bonne manière, et toute une structure de connaissance client. Pas, alors que vous existez depuis 98. Tu sais que vous n'êtes pas les seuls, puisque Maison Nicolas. Même chose. Et voilà, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'est fou. Hein. Alors, quand tu viens pas de là, au début, tu te dis mais vraiment, mais comment c'est possible? On avait un depuis peu qui était un semblant de CRM, mais qui en fait qui était même pas chez nous. C'est-à-dire qu'en fait notre prestataire de feed était aussi celui qui nous envoyait les mails. Donc moi quand je suis arrivé, je voyais des équipes qui envoyaient un brief même pas pour que ça parte de là. Ouais, c'est chaud. Donc on a repris là en 2 ans. C'était un gros chantier. J'ai des équipes qui ont bossé à fond et hyper bien là-dessus. C'est pas simple hein, de reprendre la main complètement sur notre base client, de l'unifier pour être sûr de savoir en fait qui sont nos clients et quand ils consomment en ligne ou dans un magasin, que ce soit bien la même personne et qu'on sache ce qui s'est passé et d'être capable de brancher maintenant dessus un vrai outil de communication avec nos clients. C'est le cas, c'est en place, qui nous permet aussi maintenant de suivre l'évolution, de mieux les comprendre, d'analyser la donnée. Et ça, on l'avait pas du tout il y a 2 ans. Donc il fallait aussi préparer ça pour pouvoir mettre une vraie brique de fidélité qualitative par-dessus. Ah, bien sûr. Donc au final, le programme fidélité, tant qu'il n'y avait pas cette brique, c'était pas... Non. Pareil sur le site internet qu'on a retravaillé là, il est encore en cours. Je pense pendant 1 an, on va être sur des améliorations continues sur le site internet. Pareil, il fallait recréer une ossature même technique. Moi, je suis aussi beaucoup impliqué sur les sujets techniques pour que tout ça soit possible et fluide pour le client, quoi. Donc il y a eu beaucoup de challenges sur la structure de tout ça avant de pouvoir travailler sur la partie un petit peu plus, parfois plus fun aussi et plus visible, tel que le programme de feed. Mais on y vient. Ouais. Et là, tu vois, tu me parlais du site. Votre site, selon toi, c'est un site qui doit être institutionnel ou aussi avoir une partie e-commerce? Les deux. Quel est l'objectif pour vous? Là, on est... En fait, initialement... On va revenir sur les tout premiers sujets, mais entre VNB Group et VNB Enseigne, et un petit peu l'assimilation. Et une parfois, confusion des genres. Clair, et même en interne, ça peut arriver Bien que sûr. sans t'en rendre compte, tu travailles sur un truc et tu sais plus, mais en fait, c'était pour le groupe ou pour l'enseigne. Ça arrive de moins en moins parce qu'on arrive à le clarifier, mais je l'ai vécu. Et sur le site, c'était un petit peu le cas. Il y a un site e-commerce qui a été fait, mais en fait, les gens qui cherchaient VNB sur Internet tombaient direct que sur des produits, ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait, alors qu'en réalité, les gens qui venaient s'intéresser aussi pour comprendre, mais le groupe VNB, c'est quoi? Donc, devenir franchisé, devenir intégré, tu vois. Ouais. Donc là, on a vraiment un site rejoint VNB qui est vraiment plutôt sur la dimension communautaire, groupe, comment est-ce qu'en effet je deviens franchisé, intégré, comment même je deviens salarié du groupe, et un site d'enseigne, vnb.fr, qui a vocation à être un site d'enseigne, avec tout ce que ça peut représenter, avec certes du e-commerce, mais qui est aussi un site par lequel je vais ressentir mon magasin, connaître parce que le rapport à la marque, il est quand même très propre à son magasin ou de référence, parce que c'est quand même un lien géographique. D'où ma question, parce que finalement, sur le e-commerce, vous pourriez vous dire, parce que le e-commerce, c'est pas une paille niveau prix, vous pourriez vous dire, en fait, on fout une carte de France et on invite les gens à se déplacer dans le VNB le plus proche de chez eux, pour vivre l'expérience, tu vois. On a fait le choix hybride d'aller vers les deux. C'est-à-dire que le e-commerce existe toujours et a des vrais intérêts parce que dans le parcours client aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui se font encore plus maintenant avec les LLM et l'intelligence artificielle, de la recherche d'informations et qui va aller s'appuyer quand même sur des sites e-commerce. Donc si on n'a pas un e-commerce avec les produits, avec du prix, etc., on est un peu invisible, on ne peut pas se le permettre. Et en termes de SEO, bien évidemment. Oui, en termes de SEO plus traditionnel, encore plus. Donc c'est important qu'on y soit en termes de chiffre d'affaires, même si on a de la croissance et que ça tient la route, ça reste infime par rapport à notre réseau. C'est sur le réseau qu'on vend aujourd'hui et ça nous fait vivre. Maintenant, en effet,
avec cette refonte de site. Et sur l'année qui vient, on veut vraiment arriver à je rentre, je trouve mon magasin, inciter les gens à aller consommer sur Bien place, sûr. à savoir. Et là, ça arrive là, dans les 2 semaines qui viennent, voir aussi les prochains événements dans mon magasin et que ce soit les choses qui arrivent de façon immédiate pour comprendre tout de suite la philosophie du lieu aussi, Bien pour sûr. des gens qui connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, de savoir, ah ouais, de leur donner envie de venir. Ah, il va y avoir ça, il va y avoir tel événement. Voilà les produits qui sont disponibles dans mon magasin. On a évidemment du click and collect, donc ça aussi, pour les faire venir. Donc, on est dans cette logique et elle est pas simple, tu es toujours un petit peu entre les deux. C'est une ligne de crête. Et puis, je le vois et j'en parlais encore la semaine dernière avec un prestat nantais qui me disait, souvent dans des boîtes similaires, il y a la sensation pour un magasin, encore plus pour un franchisé, que ton e-commerce est un concurrent. Parce qu'en réalité, dans les process, t'es pas vraiment omnicanal. Donc tu vois, tu vas dans une boutique de fringues et en fait, tu veux acheter un produit en solde, t'as pas ta taille, on te dit je peux vous acheter la taille en ligne, mais par contre, tu n'auras pas le prix soldé. Bon, en tant que client, en fait, tu comprends pas. Mais la réalité, c'est qu'en interne, c'est géré de telle manière que c'est pas exactement le même compte de résultat, c'est pas les mêmes responsabilités. Et ça, aujourd'hui, nous, on est encore un peu trop là-dedans. Et c'est un gros chantier de devenir vraiment omnicanal. Mais moi, je suis sensible à ça et j'ai vraiment envie qu'on y arrive. L'omnicanalité, c'est un peu ton truc. C'est pas le seul, mais j'adore. Je crois comprendre que t'aimes ça. Ouais, j'aime bien. Comme je te disais tout à l'heure, c'est surtout parce que je pense que c'est une superbe école de l'attention, de l'empathie et de l'attention au client. Parce qu'en fait, je suis d'accord, absolument. Obligé de te mettre dans la peau pour comprendre mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour en arriver là, pour acheter, et c'est vraiment ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants aussi tout le temps. C'est pas que le produit. Non, pas du tout. Moi, j'essaie vraiment de l'apprendre à mes étudiants, mais décentrez-vous du produit et pensez à la manière dont vous préparez votre valise. Est-ce que vous préparez votre valise 2 jours avant de partir en vacances, la veille pour le lendemain ou le matin même avant de prendre l'avion? Ça en dit long sur une personnalité, en fait. Totalement. Ça en dit long sur vos habitudes d'anticipation. La personne qui prépare sa valise au cul du camion, c'est la personne qui va ratisser tous les cavistes de la rue 10 minutes avant son apéro. Et donc, elle cherche une instantanéité que la personne qui est prévenante et qui a déjà acheté sa bouteille 2 semaines à l'avance pour son apéro n'aura pas à penser, tu vois. Donc, c'est juste essayer de se rendre compte que la personne que nous sommes quand nous consommons de l'alcool, l'alcool ou pas de l'alcool d'ailleurs, on est la somme de plusieurs comportements de consommateurs. Oui, complètement. Et puis, on consomme pas toujours de la même manière. Non, pas du tout. Selon les moments de la journée. État de tension, de stress, de bonheur. Est-ce que je suis en vacances? Est-ce que je suis pas? Enfin bref. Et je te rejoins complètement. Et c'est pour ça que oui, j'aime bien l'omnicanalité, parce que la majorité des gens le voient comme un gros mot et pensent à digital e-commerce, mais en fait, c'est pas ça à la base. Et si on le prend vraiment tel que ça doit être, là, je trouve que ça devient vraiment intéressant, quoi. Je suis d'accord. Tu parlais d'IA. Où en est le groupe VNB sur l'IA aujourd'hui? Quels sont vos usages concrets? Est-ce que tu l'utilises, toi, au quotidien? Le petit personnage, j'utilise pas mal. ChatGPT, Claude, est-ce que tu as une préférence? J'ai Perplexity, une allégeance particulière? Non, pas du tout. Au contraire, on travaille plutôt à ne pas être dépendant d'un modèle, nous, chez VNB. On essaie de s'entourer d'experts le plus possible parce qu'il y a des gens qui le maîtrisent vraiment très bien pour comprendre les modèles aussi et pour pas aller consommer de l'énergie sur des requêtes qui sont hyper simples. Donc, c'est aussi utiliser le bon modèle en fonction de la typologie de requêtes qu'on veut faire. Bien sûr. Donc oui, sur l'IA, on avance. Je pense qu'on avance pas mal par rapport aux acteurs de l'agroalimentaire, du food and beverage, etc., au sens large, parce qu'on est convaincu qu'on doit le faire. Moi, donc, avec mon DSI, on a structuré vraiment un comité IA où toutes les 2 semaines, on se voit pour qu'on soit dans une logique de on fait bouger les lignes vite, on teste des choses pour se mettre en mouvement. Ok, quid de la confidentialité? C'est un vrai sujet, donc c'est aussi pour ça on a un mélange en fait d'équipes qui sont plutôt orientées innovation et marketing, d'équipes qui sont vraiment DSI, que ce soit sur l'infrastructure, la cybersécurité, pour être sûr que justement on ait le bon regard entre celui qui pense inno et qui du coup parfois oublierait de jeter un rapport d'activité. Voilà. Et hier encore j'avais une réunion, j'étais avec mon responsable des infrastructures, de nos applications et de la data et qui me mettait en garde sur un certain nombre de choses et je leur ai dit continuez à le faire, c'est votre rôle. Moi mon rôle c'est d'essayer de nous faire avancer, penser en termes d'avantages concurrentiels, on doit aller vers là. Votre rôle c'est aussi de dire là en fait il peut y avoir une faille donc on doit faire attention. Ok, on va trouver la meilleure solution et peut-être qu'on n'ira pas exactement là où on pensait. Mais aujourd'hui on avance plutôt bien, à la fois sur un angle comme beaucoup de productivité, surtout sur des tâches t'as pas de valeur ajoutée, etc., pour essayer de faire que nos équipes, surtout là où il y a des frustrations plus fortes qu'ailleurs. Du style faire les plannings ou nous c'est beaucoup là sur le début sur la création de produits. D'accord. Tu vois, on crée quand même beaucoup de produits sur la centrale d'achat. Parfois, dans le vin, avec toutes les joies pour ceux qui
vivent là-dedans, de changement de millésime, etc., qui d'un point de vue technique sont toujours assez lourds à gérer. Donc comment est-ce que là-dessus, et on y arrive, on a déjà des super choses qui sont sorties, on simplifie et on fiabilise aussi, parce qu'il y a toujours un peu plus d'erreurs humaines quand tu fais de la répétition, de trucs comme ça, où en fait, t'as pas vraiment de valeur ajoutée. Ça, c'est un angle fort à différents endroits. Et après, pour moi, le vrai sujet de fond, c'est plutôt un sujet d'usage. Et c'est aujourd'hui, on revient au client, mais et pas que, c'est aussi à ton salarié, mais en tout cas à l'humain. Qu'est-ce que ça change dans leur manière de s'informer, de consommer? Et du coup, nous, en tant qu'enseigne, mais en tant que groupe aussi, comment on doit s'adapter dans un monde qui est en train de changer très, très vite quand même? Parce que pour moi, je passe beaucoup de temps dans l'IA, ça avance à une vitesse incroyable. Et donc, comment, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, en tant qu'enseigne, on s'adapte vite aussi pour faire que, oui, en fait, on a bien anticipé que les gens achetaient plus de cette manière-là et on se retrouve pas en fait dans 10 ans avec un modèle qui est obsolète. C'est le risque pour moi dans ces moments de rupture aussi forts technologiquement parlant. Et donc on doit aussi, et encore plus en tant que dirigeant d'entreprise, on doit vraiment anticiper ça. On se doit de le faire. Donc on est aussi vraiment beaucoup dans cette démarche-là. Et de sensibilisation aussi. Ouais, et de réflexion sur nos concepts. Est-ce qu'on doit adapter des choses par rapport à ces tendances-là qui sont en train d'arriver? La complexité, c'est que parfois elles sont difficiles à anticiper parce qu'encore une fois, ça va tellement vite que savoir comment les gens vont faire dans 3 ans, dans 5 ans, c'est loin d'être simple. Donc tu dois faire des paris aussi parfois, mais ouais, c'est hyper important. Tu m'as dit que tu donnais des cours. Oui. Est-ce que tu observes les effets de la dette cognitive sur tes étudiants? Pas trop encore. Parce que moi, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Je la vois. Ouais. Et franchement, ça fait flipper. J'y suis hyper sensible, moi. De façon même plus là avec des jeunes enfants et réfléchir à comment tu les accompagnes dans le monde dans lequel on vit et dans lequel on va vivre, moi j'adore la géopolitique, etc., qui est un peu flippant quand même. Ah bon? Je vois pas de quoi tu parles. Comment tu les accompagnes dans tout ça. Ce sujet de l'apprentissage, moi j'y suis sensible et j'adore la complexité, j'adore les challenges. Quand j'étais petit, je mets bien aussi, tu vois, les casse-têtes, les trucs, aller stimuler cette réflexion. Dans mes études, j'ai essayé de le pousser aussi. Et aujourd'hui, j'ai un peu peur, j'ai même très peur que ça puisse disparaître, ou en tout cas être réduit vraiment à peau de chagrin. Quoi. Mais il y a aussi des exemples, j'en ai eu récemment, j'étais à une soirée sur l'IA avec des alumni de mon école et il y a un papa qui disait sa fille en collège, en fait, elle est en cours, elle prend des notes, elle est à fond, elle écoute, et elle utilise l'IA par contre en rentrant chez elle pour aller poser des questions sur les choses qu'elle n'a pas comprises et en fait, elle a une manière, alors évidemment, elle pourrait, comme nous par le passé, aller chercher ailleurs. Absolument. Et tout, mais elle a quand même une réponse qui certes est plus rapide, mais comme quand nous, on l'a fait avec Internet et qu'avant, il fallait le faire dans un livre. Internet, c'était aussi une manière beaucoup plus rapide d'accéder à l'info et je pense que c'était plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose. Mais nous, on avait le quid, on avait Encarta. Oui. On n'avait pas tout ça. Exactement. Mais oui, effectivement. Et donc là, aujourd'hui, c'est aussi des usages qui sont top, quoi, de te dire, attends, j'ai quand même accès de manière hyper rapide à une densité d'informations. Maintenant, tout est question d'usage. Et donc, pour des jeunes, d'accompagnement. Et comment est-ce que les parents ou d'autres accompagnateurs peuvent faire que tu l'utilises de la bonne manière. Mais donc, même vous, en tant que groupe, parce que vous avez... j'ai notamment des étudiantes qui sont alternantes chez VNB. Comment vous accompagnez justement vos alternants, les nouveaux talents? On ne le fait pas encore. Ça fait partie des sujets par ce comité aussi. Il y a des sujets, en effet, de productivité. Comme je dis, d'usage, c'est des clients, mais c'est aussi tes collaborateurs. Exactement, en fait, il y a des risques. Les gens tu vois, qui sont un petit peu moins connaisseurs, ils vont se dire en fait, c'est génial, ça me donne des super réponses à tout. Je vais le faire écrire ma stratégie, machin. Tu peux avoir la vue sur tout. En fait, demain, tu peux perdre un peu le contrôle ou avoir une baisse de qualité. C'est exactement ça. Parce que comment on arbitre entre... utilisation de l'IA et authenticité de marque quand on s'appelle VNB. C'est-à-dire, demain, toi, tu regardes le feed Instagram d'un franchisé, tu vois qu'il y a des tirés quadratins partout. C'est l'enfer. Qu'il utilise des emojis, c'est un rébut. Tu lui dis quoi au franchisé? Tu lui dis, vas-y, continue, ou en fait, non, c'est pas l'esprit VNB. Non, il y a des humains derrière. On doit quand même mettre du cadre derrière ça. Donc oui, après, c'est pas évident. Puis plus tu grandis, plus c'est compliqué. Non, bien sûr. Tu as moins l'œil partout. C'est clair. Mais on a quand même ce rôle d'essayer à différents moments de remettre dans le cadre, dire ok, la liberté c'est bien, mais là ça commence à aller trop loin. Mais juste du coup, pour finir sur ta question sur mes étudiants, moi ils sont en master 2. Ouais, moi aussi. Tu vois, et jusque là, je trouve que j'ai plutôt la chance d'avoir des étudiants qui sont quand même encore dans une démarche en grande partie de curiosité. Maintenant, oui. Ça dépend des profils. Mais moi, oui. je l'ai vécu, ça fait 6 ans que je le fais. Au tout début, déjà, c'est avec eux que j'ai vraiment
vu des usages se transformer aussi vite parce que à cet Ah oui, âge-là, non, mais c'est clair. je les voyais en fait utiliser l'IA en live dans le cours et tout, à un moment où franchement moi je le découvrais à peine le truc quoi. ChatGPT c'était tout nouveau et tout, et en fait ils étaient déjà hyper impliqués, au taquet sur le sujet, et l'utilisaient déjà beaucoup. Donc moi j'essaie aussi dans le cours de plein de manières de faire qu'ils soient à l'écoute. Non, évidemment c'est pas le cas de tous et ça je le sais, mais je le subis pas encore trop. Par contre j'y suis hyper attentif parce que ça m'intéresse, et puis il y aura sûrement un moment où ce sera beaucoup plus le cas, mais j'espère qu'on va réussir, là c'est un peu de recul, hein, sociétalement parlant, à ne pas subir trop fort, parce qu'on pourrait perdre, je pousse peut-être un petit peu loin, mais on pourrait presque perdre une génération, parce qu'en fait on n'a pas pris le temps de se dire qu'est-ce que ça peut impliquer chez eux, et du coup d'avoir une génération qui n'a pas été, et c'est pas une critique envers eux, au contraire, qui n'a pas été du tout prête à vraiment apprendre à se faire mal, à avoir la science de l'effort qui est essentielle et qui restera essentielle. Quoi. Ça je pense aussi, c'est toujours la même chose, c'est une question de personnalité, mais moi j'avoue ce qui me terrifie en ce moment, donc moi je travaille avec des Master 2 qui sont dans une école de commerce spécialisée vin et spiritueux. Parfois je m'inquiète quand je vois certains profils, je m'inquiète pour l'état de la filière en me disant que là on a des profils qui s'imaginent que le monde du vin va rester tel qu'il est et que ça va être ok parce qu'il y a l'IA, et je me dis en fait il y a des boîtes qui vont prendre l'eau. C'est clair. Et ces profils-là n'aident pas le monde du vin, ne vont pas aider le monde du vin à remonter la pente. Pas du tout. Non. Pas du tout. On est d'accord. J'utilise l'IA au quotidien. L'IA te fait emprunter des raccourcis. C'est super. Moi aussi, je suis maxi feignante. Hein. Dès qu'il faut aller essayer de grappiller quelques minutes, je suis partante. Mais en fait, je veux pas que ça soit au détriment d'une vraie pensée intelligible. Ouais, c'est clair. Et là, donc, comme tu le sais, je communique beaucoup sur LinkedIn. Ce qui me terrifie encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me terrifient par rapport à l'IA, c'est à quel point certains dirigeants du secteur délèguent leurs pensées à... ça peut être ChatGPT, ça peut être Claude, ça peut être Gemini, que sais-je. Alors que là, on est dans un secteur qui tourne en rond avec les mêmes idées. Tu as la déconsommation, tu as le sans-alcool, tu as les AOC. Enfin, il n'y a pas de nouvelle pensée, il n'y a pas de nouvel angle. Or, on peut travailler un angle différenciant, mais pas avec l'intelligence artificielle qui se nourrit de ce qui a déjà été fait. Et en fait, là, vraiment, le bocal, il est vicié. L'eau, elle est pourrie. Il faut vraiment changer l'eau parce que les poissons vont tous crever, là. Ouais, je te rejoins. Et moi, j'ai une vraie lassitude vis-à-vis de LinkedIn là-dessus, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant par moment. Après, c'est aussi des questions d'algorithme et tout ça. Absolument. Mais en fait, où du coup, tu te retrouves abreuvé par des choses qui sont sans intérêt, qui sont hyper superficielles, pauvres, ou juste qui sont de l'ordre de la répétition de ce qu'on sait déjà. Exactement. Et je trouve essentiel, et j'adore, et j'essaie d'avoir le plus possible de suivre des gens qui ont vraiment des opinions à partager, et parfois elles peuvent être un petit peu clivantes, mais d'exprimer des choses mais tu vois, qui ont des tripes qui sont pas édulcorées à base de storytelling plaqué, de cruciaux, de tirés quadratins, parce que vraiment c'est terrible. Oui, on est d'accord. C'est horrible, et en plus on les gaule direct avec les hashtags infâmes à la fin du post, c'est terrible. Enfin bref, j'ai également d'autres questions à te poser sur les relations avec la filière pour savoir comment bien travailler avec VNB. Et là, toute cette partie va être adressée en fait à nos amis vignerons qui souhaiteraient par exemple être référencés chez VNB. Donc VNB propose un peu plus de 700 références nationales qui peuvent être plus ou moins communes à tous les magasins. Il y a 200 références locales environ par région. C'est une sélection quand même qui est massive. Comment elle se construit, qui définit la sélection et à quelle fréquence elle évolue, cette sélection? Alors, dans les chiffres que tu donnes, c'est les chiffres qui sont globalement ceux d'un magasin, donc à l'échelle d'un magasin. Alors, en centrale d'achat, on est sur plusieurs milliers de produits à disposition. Évidemment. Mais juste, donc en gros, évidemment, chaque franchisé intégré va faire son choix là-dedans, avec une partie commune à tous, mais qui est finalement très faible. Et puis après, ils vont aller puiser dans cette centrale d'achat. Aujourd'hui, en effet, donc, et il y a une partie, comme tu dis, qui est en direct, donc là, qui est leur liberté, sur laquelle ils vont aller, que ce soit de la bière, du vin spiritueux, sans alcool ou de l'alimentaire, qu'ils vont aller chercher ailleurs. Donc ce qui nous intéresse un peu plus là sur le choix, c'est plutôt la partie centrale d'achat, ou en tout cas là où les équipes sièges travaillent. Et là, on va avoir un duo, d'une certaine manière, entre des profils plutôt pour les gens du métier, catégorie manager, pilote de gamme en réalité, avec une culture beaucoup plus du consommateur, de la data client, pour aller analyser la gamme, voir ce qui fonctionne aussi, ce qui fonctionne moins, quelles sont les tendances qu'on aimerait aller référencer, des besoins
pas forcément en marque, en produit ou en référence, mais en unité de besoin. Ok, on a plutôt besoin là, en fait, vraiment d'avoir un vin de telle région à moins de 10 euros qui rentre dans à peu près tel critère parce que ça manque dans la gamme et soit des clients nous l'ont demandé, soit on estime qu'il faut qu'on le mette. Donc ça, c'est une partie importante et qui a vraiment Bien plus sûr. la main sur la gamme et sur le pilotage, sur le référencement, déréférencement. Et on n'a pas de rythme donné. On ne se dit pas, OK, tous les ans, on a une phase où ça y est, on référence, on déréférence. C'est fait en continu. On a des comités où ils échangent ensemble. Donc ces personnes-là, plus du coup nos achats. Et donc après, on a des acheteurs qui sont par univers produit, donc bière, vin, spiritueux. Idem sur l'accessoire et sur l'alimentaire, qui est un petit peu moins stratégique pour nous, mais qui est quand même important. Et puis toutes les boissons sans alcool dont on parlait. Et là, on va avoir nos acheteurs qui sont à la fois sourceurs, acheteurs, donc garant la relation existante avec nos partenaires, qu'on voit vraiment nos fournisseurs comme des partenaires, c'est je pense la philosophie VNB, et donc aussi de voir des nouvelles choses qui pourraient arriver, d'identifier des nouveaux produits à référencer, de faire le point sur les choses à l'inverse qui ne fonctionnent pas, mais aussi de sourcer, d'aller identifier des nouveaux vignerons dans telle ou telle région qui vont répondre à notre besoin. La majorité du temps, ce sourcing il se fait en réponse à des besoins qui sont soit exprimés par nos équipes marketing, category management, soit terrain en effet, parce qu'on a aussi des choses qui remontent de notre réseau ou des franchisés qui sont un certain nombre à aimer ou vous pensez que ce produit est pertinent, donc que ça nous amène à le référencer. On a eu tout un travail qu'on a appelé un travail de régionalisation, où on a eu une personne chez nous en interne sur le vin, parce qu'on sentait ce besoin d'avoir, sur le sujet, tous les vignerons ne peuvent pas travailler avec une centrale d'achat. Comment est-ce qu'on arrive aussi à amener autre chose? Donc on a eu un travail par une personne chez nous, d'aller dans chaque région, identifier des vignerons qui sont un peu plus justement vignerons dans l'âme, tels que nos franchisés nous le demandaient aussi, et qui vont pouvoir travailler avec les vignerons de la région. Et ça a plutôt bien fonctionné, c'est encore en croissance, en déploiement. Mais la demande qu'on a eue après, c'est mais en fait, on ne pourrait pas avoir accès à ça partout. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça qu'on a envie d'avoir aussi. C'est des vignerons qui sont parfois un petit peu moins connus, mais qui nous parlent avec une histoire à raconter auprès de nos clients. Et donc, on est en train de travailler pour ouvrir un petit peu plus aussi ces plus petits vignerons à un modèle où ils peuvent livrer peut-être directement nos magasins, nos franchisés, mais en tout cas que nous, on ait ce rôle de les mettre en contact, un petit peu comme on peut l'avoir sur une logique marketplace, même si on ne va pas la pousser autant, mais dans cette même veine en tout cas. Et le dernier élément sur la gamme, c'est la partie sans alcool, où du coup, on a fait le pari, on a parlé tout à l'heure de travailler nous et d'investir avec Gueule de Joie en tant qu'associé aujourd'hui à 50-50 dans cette société-là. Et du coup, c'est vraiment aussi Gueule de Joie qui est structurant sur la gamme sans alcool et qui va être aussi là pour identifier des nouvelles tendances, des nouveaux produits et qui du coup va, via notamment Jean-Philippe qui est le fondateur et le dirigeant de Gueule de Joie, travailler avec nos équipes, qu'elles soient côté marketing, côté achat, pour aller sourcer de nouveaux produits et faire bouger la gamme, avec là, encore plus que dans les autres univers, des vraies disparités entre des magasins qui vont avoir une gamme très très large, comme on en parlait tout à l'heure, et des magasins qui vont avoir une gamme beaucoup plus classique, restreinte, même si après elle peut évoluer rapidement au fil du temps. Bien sûr. Et il y a des éléments que vous regardez, auxquels vous êtes sensible en termes de storytelling, peut-être de packaging? Un petit peu plus aujourd'hui, sur le packaging notamment. Pas tant parce que c'est une conviction personnelle, mais parce que c'est une attente conso. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on voit comment les gens consomment. Donc, je pense qu'on n'a pas vocation à être une marque qui exclut. On a plutôt vocation aussi à aider. Quand je parlais de relations partenaires, il y a pas beaucoup de fournisseurs. Enfin, beaucoup de nos fournisseurs, on travaille avec eux depuis longtemps. Et c'est des relations qui, quand on démarre, qui sont censées durer. J'ai plusieurs producteurs qui m'ont dit j'ai l'impression que VNB, c'est pas évident de travailler avec vous, d'être référencé. Oui. Par contre, après, oui, en fait, c'est exactement ça. Et moi, j'aime bien ça. C'est pas facile. Voilà, il y a un travail de séduction, peut-être aussi, de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Par contre, après, si on bosse bien ensemble et que ça joue bien le jeu, on a une histoire top à construire ensemble, à écrire ensemble. Et donc, oui, après, avec nos partenaires, on va leur dire, en fait, non, en termes de packaging ou autre, il faut qu'on fasse bouger les lignes pour que ça réponde bien aux besoins. Mais c'est vrai que récemment, ça a été aussi, parce que parfois, il faut aller vite sur des sujets, des critères, de se dire, évidemment, la priorité, c'est le profil du vin par rapport à l'attente, évidemment, le niveau de prix par rapport à ce que nos consommateurs veulent, mais aussi, est-ce que en termes de packaging, d'étiquette, elle va sortir au bout d'un moment, il faut assurer la rotation. Enfin, je veux dire, faut. Donc oui, c'est sûr que c'est des choses qu'on sûr. regarde beaucoup plus parce que tout simplement les consommateurs le regardent plus aussi. Et est-ce que vous avez des critères de sélection qui sont les mêmes selon les univers du style? Est-ce que vous avez les mêmes attentes sur un vin que sur une bière ou un spiritueux? Non, on fait l'effort d'avoir une stratégie par univers. Ok. Parce Pourquoi que vous la différenciez, cette stratégie? Parce qu'au final, le but, c'est qu'il y a un achat. Ouais.
En fait, évidemment, il y a des éléments communs. Des marqueurs forts, comme je t'en parlais tout à l'heure, sur l'accessibilité, par exemple, ça, au très, sens très large, clair. important. On doit l'avoir partout. Mais déjà, c'est pas les mêmes fourchettes de prix selon l'univers. Quand on parle d'accessibilité, si je parle juste du prix ou du profil, bref, ça va pas être les mêmes. Maintenant, il y a quand même, nous, on parlait tout à l'heure du fait qu'on est plein de consommateurs différents. Et souvent, on a un consommateur, par exemple, spiritueux qui n'est pas forcément le consommateur vin ou l'acheteur vin. Et du coup, Tu crois vraiment qu'il existe un profil d'acheteur vin et que l'acheteur vin ne peut pas être un consommateur non, de je dis pas bière qu'il peut pas. tu vois, Je dis que régulièrement, on a des consommateurs qui sont, par exemple, que des consommateurs craft. D'accord, Qui viennent chez VNB pour ça. Maintenant, et heureusement, et encore une fois, je pense que c'est une de nos forces, il y a de tout. Et donc, c'est génial de pouvoir se dire, je venais pour acheter du vin peut-être pour ce week-end parce que j'ai de la famille, mais j'en profite pour prendre de la bière et puis prendre aussi des boissons sans alcool sympa. Bien sûr. Ça, c'est un usage fort chez nous. Mais il y a quand même une réalité aussi d'amateurs, notamment, de spiritueux, de craft. Un peu plus sur le vin, on l'a un petit peu moins, en tout cas pas au global, on l'a par magasin. Il y a des magasins qui arrivent quand même à avoir une vraie clientèle d'amateurs de vin qui viennent quasi exclusivement pour ça. Mais du coup, on est obligé quand même d'avoir une approche différenciée pour répondre à ces besoins-là, parce que si on avait une approche uniforme, on n'aurait pas de la craft hyper poussée, alors qu'en réalité, et c'est pas simple, on a une personne qui est dédiée à ça, qui fait du sourcing là-dessus, avec des lancements toutes les 2 semaines, des trucs sur des allocations très limitées, avec des ventes flash où il n'y a que certains magasins qui peuvent y avoir accès. D'accord, ok. Donc il y a quand même des moyens qui sont mis aussi pour rendre ça possible, pour l'expérience client. Tu penses que les clients, ils s'en rendent compte de ça ? Je sais pas à quel point ils se rendent compte de la complexité parfois que ça représente. Par contre, oui, ils se rendent compte de la rotation quand même, de la nouveauté. C'est pas le cas dans tous les magasins non plus, parce qu'il faut que tu aies ta clientèle. Mais il y a des magasins où vraiment ils ont une clientèle forte là-dessus, qui revient, qui attend. Ah oui, en fait, il y a telle nouvelle ref qui est là, c'est top. Des choses parfois un petit peu plus perchées. Donc oui, ça existe. Sur les spiritueux, on l'a un petit peu aussi. Moins sur la bière traditionnelle et sur le vin aujourd'hui. Pour en revenir au partenariat entre donc que ce soit marque ou vigneron, nous il y a quelque chose qu'on fait chez Comecru, c'est-à-dire qu'on prépare des kits d'argumentaires commerciaux. C'est-à-dire qu'on essaie de faciliter au maximum la vie des revendeurs en leur donnant des revendeurs donc de nos clients, en leur mettant en libre service un document où il y a par exemple les objections auxquelles ils pourraient faire face s'ils essaient de vendre ces produits. Est-ce qu'aujourd'hui vous seriez sensible à recevoir des éléments qui pourraient vous faciliter la vie pour parler d'un produit, pour le présenter à vos équipes, à vos clients? Est-ce que ça ferait à référence égale, à qualité égale? Est-ce que ça pourrait vous faire privilégier une référence ou un domaine plus qu'une autre? Oui, clairement. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, particulièrement depuis quelques mois. De plein de manières, j'y ai été beaucoup confronté. Et je suis convaincu, je parlais de gueule de joie comme un accompagnateur sur le sans-alcool et du besoin d'avoir un vrai discours, un storytelling parfois. Mais encore une fois, je ne parle pas de manipulation, je parle juste de donner des informations factuelles, sur l'histoire, sur la façon dont le produit a été fait ou juste sur comment est-ce qu'on va le déguster. C'est le rôle d'un caviste traditionnel. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que dans un VNB, on va avoir à certains moments quelqu'un qui est beaucoup plus caviste depuis un certain nombre d'années, qui a une expérience forte de tous les produits. Et puis de temps en temps aussi, on va avoir quelqu'un qui est un petit peu plus jeune dans l'entreprise, qui certes a mis beaucoup d'énergie pour apprendre, mais qui maîtrise peut-être un petit peu moins tel ou tel produit, parce qu'en fait la gamme elle est quand même large. Et on voit quand même, et je l'ai vu notamment avec un fournisseur qui travaillait très bien chez nous en direct, avec beaucoup de magasins avant qu'on le référence centrale d'achat. Le facteur clé de succès, c'était toujours le même, c'était qu'il allait faire des animations en magasin, bien sûr. Pour les clients certes, mais surtout pour les vendeurs, vendeuses dans le magasin, qui du coup derrière avaient une vraie connaissance du produit, avaient une histoire à raconter parce qu'elles avaient vu le fournisseur, elles avaient échangé, elles n'avaient pas tout retenu, mais en fait sur chacun des produits, elles avaient un discours qui était assez simple, assez clair, et qui faisait qu'elles étaient à l'aise de le mettre en avant quand un client, une cliente leur demandait. Et ça aujourd'hui, c'est un très très gros facteur que je pense qu'on a un peu sous-estimé par le passé, et sur lequel on essaie de remettre beaucoup d'attention, mais, et ça rejoint pour finir la boucle de ce que tu disais, si demain les fournisseurs arrivent avec cette capacité à nous outiller par ces choses-là, c'est génial, parce qu'en fait ça réduit, c'est la authentique, friction, mais ça réduit la friction. Mais... Et en fait, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ça aille jusqu'au staff dans le magasin pour que ce soit bien dispensé. Mais oui, pour moi, c'est une force énorme, et c'est ça aussi, aller jusqu'à l'expérience client et pas juste à se dire, tiens, j'ai un produit, maintenant ça y est, bon, il faut qu'il soit vendu, quoi. Non, il faut aussi en fait raconter l'histoire autour de tout ça et accompagner ton client jusqu'au moment de consommation, voire de réachat autour de ce produit. Mais dans tous les cas, un producteur qui sait raconter son vin a un avantage concret et très concurrentiel dans le processus de sélection, c'est clair, mais vous vous rendez compte, ça vous fait gagner du temps. Ouais.
Monstrueux. C'est tellement précieux. Et ça permet de clarifier plein de choses, ne serait-ce qu'au niveau de votre sélection derrière, parce que vous mettez toutes les trames, tous les argumentaires commerciaux à côté, vous voyez forcément, il y a une pattern qui se dessine. Il y a forcément quelque chose. On vient de parler comment les producteurs travaillent avec vous, donc producteurs et marques. Il y a une autre chose que beaucoup d'auditeurs ignorent, puisque VNB est lui-même producteur. Vous avez une brasserie-distillerie, vous avez des vignes, et depuis 2025, vous avez une marque à part entière qui regroupe plusieurs de vos domaines bordelais. Pourquoi un réseau de cavistes bars possède-t-il des vignobles ? C'est de l'intégration verticale, je ne sais pas, une conviction, un laboratoire C'est pas opportuniste. Alors initialement, faut prendre l'histoire sur ça. C'est un de nos deux fondateurs, en l'occurrence Jean-Pierre, qui a une fibre avec le vin qui est forte, qui lui-même a passé du temps dans les vignobles bordelais, pour qui c'était un rêve aussi d'arriver à ça. Et donc ça s'est fait petit à petit par un domaine puis un autre, jusqu'à la rencontre avec Hugues, notre vigneron, 2018, Hugues Laborde, qui est un mec génial déjà et un super vigneron en plus, qui a réussi, je pense, à créer cette osmose. Alors avec Jean-Pierre qui est encore beaucoup impliqué opérationnellement là-dessus, avec nos équipes et puis avec ses vignes, avec les équipes qu'il a montées pour avoir vraiment une approche du vin, parce que tout est à Bordeaux, nous, et donc tous nos domaines, c'est Hugues Laborde qui les gère, beaucoup plus moderne dans l'air du temps. Typiquement, on va faire des cuvées 100% Cabernet Franc à Bordeaux, c'est pas hyper commun, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits, et lui, il a toujours été convaincu de ça, et donc on a réussi, je pense vraiment, à faire une bascule, parce qu'avant, on avait des vignobles qui coexistaient, mais qui n'étaient pas vraiment intégrés. Depuis ça, aussi grâce à l'humain et à la qualité du produit, parce qu'on a aussi des franchisés qui forcément se disent c'est nos vignobles, mais il faut que ce soit bon. Oui, bien sûr. Et là maintenant, oui, en effet, il y a une vraie reconnaissance, il y a des mises en avant par la RVF, il y a une qualité qui est bien perçue partout. Et donc là, ça vit vraiment beaucoup mieux. Ça devient beaucoup plus un outil aussi de fierté dans le réseau, de se dire oui, ça donne une crédibilité, on est quand même producteur, on sait ce que c'est, on connaît ce métier, on connaît cette réalité, et ça vit un peu partout dans nos magasins, parce qu'on en a pour le coup dans tous nos magasins, et ça vit plutôt bien. Donc c'est à la base une conviction très humaine, je pense, très propre à un de nos fondateurs en l'occurrence, et maintenant c'est un vrai outil pour moi aussi, de crédibilité, de sensibilisation en interne aussi, parce qu'on va avoir des gens qui vont aller dans nos vignobles, c'est une réalité, on en a parlé beaucoup au début, moi ça me parle énormément, cette réalité du terrain, du terroir, de la complexité que ça représente aussi aujourd'hui, de ce métier avec 15 000 casquettes de vignerons qu'on a un chez nous avec qui on échange tout le temps, qui le vit lui-même. Donc tout ça, ça nous donne, je trouve, tout simplement plus de richesse, une meilleure manière d'aborder les choses, même si c'est pas simple. Plus de légitimité sûrement. Toute la chaîne de valeur. Mais on communique pas trop dessus auprès du client. On cherche pas à surcommuniquer. C'est vrai, et je trouve que c'est dommage. Ouais, il y a des gens qui nous le disent. Tu vois, parce qu'en termes de légitimité, parce que je sais que vous voulez encore plus développer la partie vin. Justement, comment on équilibre, comment on développe la partie vin, comment vous gérez la place de vos propres vins dans votre sélection alors que vous en vendez. Il y a un ratio. Dans les évolutions de notre concept, on veut amener quand même beaucoup plus cette dimension producteur, mais je veux vraiment pas que ça devienne le côté producteur commerçant qu'on amène en surface, qui est pas complètement sincère ou qui est vraiment juste de l'ordre de la manipulation du client, parce que c'est vraiment pas la conviction. Donc c'est comment est-ce qu'on le fait savoir, mais de façon simple. Donc on a plutôt des bonnes idées là-dessus pour que là, dans les 2 ans, dans nos évolutions de concept, ce soit mieux retranscrit. Et ça le sera. Et ça, c'est sur la partie vin, mais donc en effet, on a aussi de la bière. On a une brasserie-distillerie, mais surtout brasserie quand même à Château-Gontier, qui est plutôt une brasserie artisanale qui s'appelle Monthardy. Et depuis l'année dernière, on a une grosse brasserie, plus industrielle pour le coup, la French Factory, qui elle est beaucoup plus dans une logique d'intégration verticale, celle-là, parce qu'en fait, on l'a construite pour avoir une offre de bière Pils légère, de qualité, en fût, pour nos magasins, pour pouvoir notamment la commercialiser auprès des associations, des événements, des mariages, pour avoir une offre qui, en termes de prix, soit bien placée. Mais vu qu'on a une vraie science aussi de bien faire de la bière qui est dans la boîte depuis toujours, avoir avec une belle qualité. Et on a des super succès là-dessus. C'est surtout depuis là, 2026 qu'on la déploie et ça marche hyper bien. Donc voilà. Là, on est plus dans une autre démarche qui était plus d'intégration verticale et se mettre au service aussi des besoins de nos franchisés. Il y a une gamme qui s'appelle la gamme L'Atelier qui crée donc des cuvées un petit peu communautaires avec des cépages, des pétnates, des sans soufre ajouté, avec une communauté de passionnés qui testent et qui donnent son avis sur les cuvées. Est-ce que la data de vos magasins nourrit directement la création de ces vins ? Et ma question, c'est est-ce que vous ne serez pas en fait en train de réinventer le vin conçu
pour la distribution, dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment. Ouais, j'entends. Aujourd'hui, le pont en termes de data, il se fait pas entre Il se les fait pas deux. encore. Ok. C'est quand même l'idée que ce serait dommage de pas se nourrir de cette bien sûr. science du terrain. Après, comme je te dis, finalement, notre capacité déjà à bien maîtriser notre data, elle est récente. Donc, Oui. on est encore en train de finaliser ça. En revanche, c'est complètement l'idée. Moi, j'étais hyper impliqué dans la refonte récente l'année dernière de notre vignoble avec cette marque Hugues Laborde beaucoup plus humaine. Les ateliers co-construction, ils en ressortent aussi. Cette volonté d'aller faire, tester un maximum de choses, de typologie de vin, des trucs aussi qui sortent des sentiers battus, un clairet, etc. C'est vraiment dans cette logique. Le faire avec nos consommateurs complètement, mais à ce stade, ça se fait quand même plutôt dans l'univers Hugues Laborde exclusivement, séparément de la data et de la consommation V&B. D'accord. Maintenant, encore une fois, c'est un vignoble groupe, on a tout intérêt à un moment donné à réussir à le nourrir beaucoup plus. Alors, c'est quand même un petit peu le cas parce qu'on va avoir des équipes du siège qui bossent là-dessus et qui eux-mêmes s'en nourrissent. Donc, par eux, on crée quand même ce lien et il y a une science du consommateur qui va nourrir ses choix, mais c'est pas vraiment posé ou structuré de cette manière-là à ce stade en tout cas. Mais c'est le but à terme. Ce serait bien, oui. C'est pas si simple, mais ce serait fantastique. Vous auriez de quoi faire un super retour d'expérience. Parce qu'après, on a nos vignobles, mais dans ce que tu dis là, c'est quand même déjà aussi un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'on a nos vignobles qui, évidemment, font un certain nombre de références qu'on commercialise. On a aussi des marques propres, pas forcément avec nos vignobles d'ailleurs, qu'on peut faire avec d'autres. Et là, de la même manière, ce sujet de co-construction avec nos clients doit alimenter, et c'est déjà le cas. Récemment, là, j'ai des cas en tête qui vont sortir sur 2026-2027 de marques qui sont vraiment nées de... cette co-construction. Et encore là, vous n'aviez pas autant de data. Imagine ce qui va pouvoir être fait à partir du moment où vous allez pouvoir utiliser toute cette data. Ça va être fou. On parlait de Gueule de Joie tout à l'heure. Gueule de Joie se positionne aujourd'hui comme le leader français de la distribution de sans alcool, pas que de vin, bière artisanale et cocktail 0%. Qu'est-ce que cette association, au-delà du référencement produit, vous apporte ? C'est une culture, une expertise, légitimité ? Comme je te disais, cette dimension accompagner un nouvel univers, parce que comme on en parlait, le sans-alcool, c'est pas si évident pour tout le monde, c'est plein de choses qui n'existaient pas avant, c'est une manière de consommer qui est différente aussi. Je pense qu'on n'aurait pas été capable assez vite, nous, de nous adapter à ce changement culturel de paradigme, en fait, dans la manière même de vendre un produit, de le consommer, etc. J'ai plein de franchisés avec qui on en parlait au moment du lancement, qui n'étaient pas forcément hyper convaincus. Je dis, on va voir. Après, ils ont joué le jeu pour quasi tous. Et aujourd'hui, ils en sont convaincus. C'est en 2023 que vous êtes... 2023. Et Gueule de Joie a été fondée en 2019 par Jean-Philippe Brault à Nantes. Tout à fait. Il a eu le nez creux quand même, parce que c'était juste avant le Covid et c'était avant que le sans-alcool... Et absolument. Franchement, il a bien joué. C'est un apport sur une connaissance marché déjà, parce que je reviens sur ce que tu disais sur Jean-Philippe, 2019, je pense que c'est l'expert national du sans-alcool en France. Moi, je le vois toutes les semaines, on passe du temps ensemble. Il y a une connaissance très, très, très fine. En plus, on a une cave à Nantes. Depuis pendant 2 ans, là, on a confronté plein de choses. Tu vois le client au quotidien, en physique. Donc, en fait, tu apprends énormément et tu continues à apprendre. Donc, tu as un magazine de l'expérience et ça... Pour le groupe, c'est essentiel pour aller vite sur un sujet qui était aussi différent de ce qu'on a toujours fait. Et je le vois, ça nous a permis d'aller très très vite et c'est génial. Et il faut continuer, il ne faut surtout pas s'arrêter. Donc il y a vraiment cette dimension de rythme, de culture de ce marché, de connaissance du marché qui fait que du coup, on peut être vraiment des accompagnateurs et pas juste des revendeurs de boissons sans alcool. Ça, c'est clair. Et c'est des éléments essentiels. Après, comme tu le disais, comme on a parlé, c'est aussi une gamme, une capacité à sourcer vite, à identifier les bons produits. Tout ça mis bout à bout, plus une culture du e-commerce, parce que c'est à la base une plateforme e-commerce, Gueule de Joie, donc culture de la réactivité, du retour client, du SAV qui est forte. Tout ça mis bout à bout fait que aujourd'hui, en fait, Gueule de Joie, c'est notre approche du sans-alcool dans le groupe qu'on essaie ensuite de diffuser. Et puis, donc, c'est vrai dans l'enseigne V&B, mais ça peut être vrai à plein d'endroits demain. Et même, tu vois, si on voulait développer du vin sans alcool, on a aussi une expertise qu'on peut aller mettre à profit. C'est pas le cas aujourd'hui, mais si jamais. Au-delà du Nolo, est-ce qu'il y a d'autres tendances de consommation que tu observes en ce moment depuis ta position, toi, de DGA, et qu'est-ce que les chiffres de vente de V&B peut-être vous disent sur l'évolution du marché ? Des trucs que les études, par exemple, ne montrent pas encore, ou alors on n'en est qu'à des balbutiements.
Bon, il y a une tendance qui est un petit peu plus globale chez nous et qu'on perçoit par le fait qu'on fasse à la fois de la consommation sur place, à emporter, Oui, etc. ça, C'est que ça fait quand l'hybridation, même plusieurs années bien que sûr. la consommation sur place est en croissance constante quand la consommation emportée est un petit peu moins dans une période faste. Et encore, on s'en sort pas si mal, je pense, par rapport au marché. Donc, il y a quand même une volonté de vivre des expériences, et c'est Bien sûr. notamment d'être là, de vivre un moment, et que si tu n'animes pas ton lieu, que ce soit des animations plutôt pour chez nous bar ou plutôt cave, des masterclass ou des fournisseurs, des vignerons, des producteurs, des marques de spiritueux qui viennent pour faire Bien vivre sûr. un truc, si t'as pas ça, ça fonctionne moins. Donc Mhm. les gens ont besoin de vivre. C'est pas Ça, nouveau c'est là ce clair. que je dis, Ouais, non, mais bien nous sûr. on le ressent particulièrement. Ensuite, d'un point de vue produit, on voit quand même des choses qui changent, notamment sur la consommation de bière à la bouteille, qui est plus la même. Ok. Les achats volumiques qui sont quand même en baisse par rapport à ce qu'on pouvait envisager par le passé. Pour autant, nous, on a une vraie clientèle sur ça, de l'achat aussi de vin au carton, de l'achat de bière, t'en parlais tout à l'heure à la caisse, Ouais, pour bien sûr. avoir un joli panaché. Toutes ces choses-là, elles sont toujours présentes chez nous, mais elles sont pas en croissance. Et ça, c'est en train de bouger doucement. Ça va avec la logique aussi de modération, de consommer Bien moins et sûr, tout ce bien que tu sûr. veux. Mais pour nous, dans notre modèle, ça a quand même un impact assez fort sur lequel on doit être vigilant. Je vois pas, en tout cas dans nos magasins, de choses un peu révolutionnaires que je perçois pas ailleurs, tu vois. Ok. Ah oui, le Nolo il grossit. Ouais, sur le vin, on a tendance à avoir des gens qui vont chercher des vins qui sont plus faiblement alcoolisés. Oui, récemment, le blanc a une croissance plus jolie que le rouge chez nous. Des choses que je vois aussi ailleurs. Mais en Ok. même temps, parce que je pense que notre client, il est quand même assez classique finalement et plutôt représentatif de tendance Oui, globale oui. de marché. Donc je vois pas d'éléments extrêmement différents qui se passeraient chez nous que moi je vois pas dans les analyses de marché qu'on peut faire Ok. à ce stade. Et donc là, autre question au sujet par exemple des boissons fonctionnelles, parce que les boissons fonctionnelles, tout ce qui est récupération sportive, adaptogène, bien-être, représente quand même un segment de marché qui est en croissance. Un marché mondial qui est évalué entre 160 et 180 milliards de dollars en 2026, avec une croissance de l'ordre de 7% par an. C'est pas rien. Il y a des nouvelles boissons aujourd'hui qui émergent sur ce marché. Oui. Est-ce que VNB a vocation à aller sur ces territoires ou ça reste hors scope pour toi? Non, on va y aller. Il y a des choses qui sont déjà enclenchées Ok, trop pour bien. ça. Donc On dès les 2026, attend. il devrait y Ok. avoir du mouvement. On est convaincus. Et moi, je pense que sur ces sujets, tu vois, on parlait du sans-alcool, le fonctionnel, il a sa place dans ce Ah bah espèce de absolument, dans méga cette galaxie, segment, absolument. je sais pas comment on l'appelle, ça a complètement sa place. Et on a Ok. des super fournisseurs avec qui on bosse qui nous proposent déjà eux-mêmes des choses qui sont vraiment de l'ordre pur de la boisson fonctionnelle, T'as dégusté notamment des de trucs qui te récupération bottent, toi? sportive. Récemment, ouais. J'en parle pas parce que c'est un truc qui va sortir D'accord. chez nous, Ok. mais j'ai dégusté des choses qui fonctionnent bien. Et en effet, on est tellement dans ce culte aussi aujourd'hui de la santé, alors du bien-être, mais aussi de la performance, Oui. que oui, ces choses-là ont leur place. Quand je vois récemment la valorisation d'Irox et les rumeurs qu'il y a là sur le rachat par quelques très très gros mastodontes, ça va avec tout ça en fait. Oui. Hein. Moi, j'ai des potes qui sont à fond là-dedans. En fait, c'est aussi du coup la petite boisson qui va bien. Mais le marketing de l'Aerox, il y a vraiment, ça mérite une étude de cas. Ouais, c'est exceptionnel. Et puis la trajectoire de croissance est quand même dingue. On s'arrête pas à l'Aerox, ils ont lancé des hybrid games, donc c'est des Aerox mais à la montagne. D'accord. Toujours plus. Donc ouais, voilà, donc tu te tapes un trail et Oui. derrière t'as tes stations. Ouais, voilà. L'enfer. Que du bonheur. Ouais, c'est ça. Mais ça va avec quand même, quoi. C'est en fait ce culte Absolument. aussi de la performance et la boisson fonctionnelle. Alors c'est pas que, Non, pas du tout, je dis pas du que ça tout. serve Parce que qu'il y a aussi les- le focus. Oui, Il y a plein d'autres choses qui peuvent être travaillées, notamment avec les boissons adaptogènes. On voit émerger aussi d'autres boissons ultra segmentées pour soit donc la récupération musculaire, mais par exemple pour les seniors, pour les femmes, des boissons très avec des usages très très niches. Est-ce que ça représente une opportunité là aussi pour VNB? Est-ce que toi, en tant que marketeur, tu vois une opportunité? Oui, je pense. Moi, quand je vois ces trucs-là, ça me fait penser à Danone pour le coup, parce que quand j'y étais, chez Danone, on connaît beaucoup l'eau, on connaît les produits laitiers, on connaît pas en fait toute la dimension plutôt médicale ou paramédicale. Et en fait, depuis longtemps, il y a beaucoup de. Alors, c'est pas du tout des boissons qu'on définirait comme sexy, bien marketées, Ah non, etc. l'eau, non. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de boissons qui sont là pour. C'est pas forcément des boissons qui sont vendues en pharmacie, hein, c'est des boissons qui peuvent aider sur certaines typologies de maladies, etc. Bien sûr. On est sur finalement une boisson fonctionnelle pour des choses qui sont un petit peu plus sérieuses, mais des choses qui sont recherchées
recherché avec un marché, pour le coup, qui, pendant longtemps, chez Danone, était le marché en croissance. Et aujourd'hui, je pense que la boisson fonctionnelle, sans aller jusqu'à ces cas-là, c'est aussi ça, c'est répondre à des petits pépins, à des petits coups de mou, des petits moments de la vie où on a besoin, ou alors, comme je disais, une envie de performance, qu'elle soit sportive ou professionnelle ou autre, de réflexion, le cerveau, bref, ça va avec tous les compléments alimentaires. Et donc, la boisson fonctionnelle, pour moi, a toute sa place là-dedans. Et je pense que VNB a son rôle à jouer. Quand on dit que nous, notre mission, finalement, elle est vraiment autour de la connexion entre les gens, utiliser la boisson comme ce vecteur de partage, certes, de bons moments. Et en fait, la boisson fonctionnelle, elle peut aussi être là-dedans. Sachant que dans la boisson fonctionnelle, il y a aussi la boisson qui, parce que on est toujours ce sujet de sans alcool égale aussi pas d'effet, pas d'impact. Et donc, la boisson fonctionnelle qui peut avoir d'autres effets. Et donc pas de wave. Voilà. Mais on va en parler récemment. Il y a plein de choses qui nous sont proposées. Alors, je ne vais pas forcément tout tester sur des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais voilà, la boisson qui va quand même avoir un effet relaxant. Même si elle n'a pas d'alcool, parce qu'il y a aussi des gens qui recherchent, et je ne parle pas de consommation excessive, mais juste d'avoir, après 1 ou 2 verres, cet effet-là. Donc la boisson fonctionnelle peut aussi aller sur ce terrain. Donc voilà, c'est très large, encore une fois, boisson fonctionnelle, parce que, ok, pour quelle fonction, pour quels apports, mais j'y crois beaucoup, moi, aujourd'hui. Et oui, en tant que VNB, je pense qu'on doit être sur ce segment, on y est déjà, et on doit le faire vivre aussi. On verra après s'il y a certaines typologies de boissons fonctionnelles qui ont plus vocation à être vendues chez nous et qui fonctionnent, et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus éloignés de notre mission. Et ça, il faudra qu'on sache faire le tri aussi. Ok. Bon, dernière question avant de se quitter. On dit souvent que les meilleures décisions de marque sont prises avec du courage plutôt que des études. Ce avec quoi je suis plutôt d'accord. Est-ce qu'il y a une décision récente que VNB a prise ces dernières années, une décision qui n'était pas évidente, qui était même franchement risquée, mais qui était selon toi juste et que tu peux évidemment nous raconter? Je vais essayer d'en trouver 2 parce que la première, elle est assez évidente, on en a beaucoup parlé, ça a été déjà de basculer fort sur le sans-alcool. Dans une culture chez nous qui n'était pas du tout prête à ça, avec beaucoup de franchisés qui avaient grandi dans la culture de la bière et on le sait, tu l'as vécu comme moi, au début la boisson sans alcool c'était pas forcément très bien vu, hein. Non, et d'ailleurs dans l'afterwork, toi tu bois pas d'alcool, on le voit, et c'est encore, voilà, on a eu plein de trucs là-dessus, sur ça c'est chiant, machin, bon bref. Souviens-toi le segment de Léa Salamé face à Artus, il dit vous êtes chiant en fait. Bon, c'est des choses qui aujourd'hui sont choquantes, tant mieux, ça veut dire que ça a bougé vite, et je pense que nous on a eu la conviction qu'il fallait vers ça parce que justement il y a une ADN vraiment de partage, de ne pas exclure les gens, au contraire, et de se dire bah oui, en fait dans l'afterwork il y a une solution pour tout le monde, l'afterwork comme n'importe quel moment, et il y a des boissons sans alcool de qualité et pas juste un coca ou autre. Donc je pense que là-dessus ça a été une prise de décision forte qui n'était pas simple parce qu'en plus elle s'inscrivait dans une culture notamment terrain, franchisé, qui était peut-être pas hyper réceptive au départ. Donc ça on a beaucoup parlé, mais c'est une décision forte que je perçois bien. Après plus récemment j'ai un élément qui me vient en tête, qui est plus là de l'ordre de la stratégie et l'organisation d'une entreprise. J'ai rapidement parlé de performance, d'indicateurs, mais j'en parle beaucoup par contre au quotidien, notamment dans le e-commerce, omnicanalité, où c'est naturel. Chez nous, chez VNB, on était une entreprise où c'était moins naturel. Il y a cette culture de faire des choses que les autres ne font pas, mais voilà, de le faire avec beaucoup de convivialité. Au fond, il y avait la performance, elle est là, parce qu'on a envie de bien faire, mais pas toujours la structure de pilotage, la manière de bien embarquer les gens pour y arriver. Et donc là, on a mis en place un plan stratégique l'année dernière qui était finalement le premier vrai plan stratégique de l'entreprise, avec des changements très forts dans l'organisation interne aussi, avec la mise en place d'indicateurs de performance, maximum 5 par équipe pour être sûr qu'il y ait du rythme qui se mette, avec une revue hebdomadaire, bimensuelle, sur tout ça, avec des objectifs stratégiques d'entreprise qui descendent jusqu'à chaque équipe, avec une assurance qui a vraiment une architecture propre, c'est-à-dire que les objectifs répondent bien à ceux de l'entreprise. Parce qu'on est une boîte où on avait aussi cette culture de vouloir faire plein de choses, mais donc aussi parfois se disperser. Et c'est bien de faire plein de choses, mais en fait, à un moment donné, si ça ne sert pas ta stratégie, c'est pas souhaitable non plus. Et donc, on a remis énormément de choses au propre, même si en réalité, le but, c'est de pas du tout perdre cette culture. Au contraire, je pense pas que ce soit le cas. Mais c'est un peu violent parfois, parce que tu vas quand même amener des méthodes de travail qui par certains étaient attendues, par d'autres un petit peu moins, mais qui en tout cas sont un petit peu différentes de ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Et donc on a vraiment quand même mis en mouvement l'entreprise avec tout ça, et c'est un choix fort parce qu'il n'est pas simple à porter. Parce qu'en fait, c'est plus simple de poursuivre comme ça a été fait jusqu'à maintenant, et je l'ai beaucoup entendu, moi quand je suis arrivé dans la boîte, on a toujours fait comme ça. Pourquoi on changerait ? Et un dirigeant, il est là aussi justement pour anticiper des choses et se dire, mais en fait on ne peut pas continuer à faire comme ça, on doit s'adapter. Et donc
donc c'est des changements forts dans lesquels on est encore, hein. Et là je reste très macro, mais en fait ça a des retranscriptions concrètes à plein de niveaux, sur plein de sujets. Et un exemple concret, ça pourrait être de dire jusqu'ici, en fait, savoir si nos produits sont dispo ou pas pour nos franchisés, c'était ok, est-ce qu'on a les produits en stock dans l'entrepôt, quoi, finalement. La réalité, c'est pas celle-là. Nos franchisés, ils commandent sur une plateforme de commande. Si en fait il y a plein d'autres choses qui font que le produit, au moment où ils veulent l'acheter, n'est pas disponible, en fait, c'est là qu'on a un souci. Et donc, tant qu'on pilote en se disant, en fait, est-ce que les produits sont dans l'entrepôt, est-ce que physiquement, ils sont là, on voit une partie du sujet. Mais si on ne va pas jusqu'à, ok, mais en fait, est-ce qu'ils sont bien mis en ligne, est-ce que le paramétrage est bien fait, est-ce qu'il n'y a pas des précommandes qui ont déjà pris tellement de stock qu'en fait, il n'est pas commandable pour le magasin, on ne fait pas le travail jusqu'au bout. Et donc, c'est un élément concret, mais qui exprime ce qu'on fait à plein d'endroits, c'est-à-dire de faire les choses proprement, mais jusqu'au bout, pour être sûr que aussi en termes de performance, de satisfaction de nos franchisés et donc in fine de satisfaction client, on améliore les choses par rapport à comment c'était fait hier, quoi. Ouais, donc challenger le statu quo et même quand ça ronronne, continuer à donner des coups dans la fourmilière. Tu pars d'un confort, c'est assez violent, et en tant que dirigeant, moi, je le vis, c'est souvent violent parce qu'en fait tu vas sur tous les sujets. Exactement, mais c'est violent aussi pour les équipes. Complètement. Et donc il y a beaucoup de conduite du changement. Bien sûr. Ça nécessite beaucoup de travail sur la confiance, le relationnel, la présence, et ce qu'on essaie de faire au mieux, avec sûrement des loupés, mais on essaie toujours de le faire avec la meilleure intention, se faire accompagner quand c'est le sujet sur lequel on pense qu'on est un petit peu moins au point. Bref, voilà, faire les choses au mieux, mais c'est vrai que c'est une forme de violence quand même, mais qui est nécessaire si tu veux que l'entreprise bouge dans la bonne direction. Peut-être qu'on fera des erreurs, mais en tout cas, on le fait tout avec des convictions fortes et surtout l'envie vraiment d'aller faire du mieux et faire que notre mission, elle soit déployée de façon beaucoup plus large, quoi. Une marque ou un invité à nous recommander pour un prochain épisode ? Peut-être, alors ça dépend un petit peu des thématiques vers lesquelles tu veux aller, et si ça doit rester aussi avec un peu marketing ou pas. C'est préférable si on peut travailler plusieurs sujets transversaux, mais c'est vrai qu'il y a toujours un focus branding, communication, marketing. Si on veut en sortir un tout petit peu tout en gardant des liens intéressants, un livre que j'ai lu, alors c'est en lisant un article de Pascaline Lepelletier que je suis tombé sur ce livre, et qui s'appelle Épistémologie, et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais je crois qu'à la base d'ailleurs il n'est pas français, c'est un livre qui est traduit. Je pense que sans te donner un nom précis, aller interviewer des gens qui travaillent vraiment sur cette dimension-là, qui aujourd'hui je pense est hyper forte. C'est-à-dire qu'on va pas sur l'angle vraiment marque en fait, mais on va sur l'angle aussi justement épistémologie et représentation. Aller vraiment dans aussi les sciences cognitives. Et Pascaline Lepelletier, je trouve qu'elle va très loin là-dessus. Les derniers articles qu'elle fait sont hyper intéressants. Elle exprime son souhait d'aller encore plus en profondeur. On va aussi vers de la chimie presque en fait sur comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qu'il attend, et comment le vin n'est pas que évidemment un moment de dégustation, mais qu'en fait il s'inscrit dans quelque chose de multisensoriel très très puissant. Et je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, t'es pas que sur l'angle de la marque, comment elle fait, mais tu vas vraiment plus en profondeur, et peut-être que ça peut devenir aussi élément intéressant pour les marques pour encore mieux travailler leur approche, quoi. À la frontière avec le neuromarketing et le marketing sensoriel. Et moi, je trouve que là, ça devient puissant quand tu arrives à aller sur ces sujets-là, quoi. Ok, super. Bon, écoute, Yanis, il me reste plus qu'à te remercier. C'était absolument passionnant. Tu aurais pu rester encore 1 heure parce que j'avais d'autres questions. Merci encore. Merci à toi, Eva. Trop bien. Vraiment super.